Et salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois en live pour discuter de l'actualité football. On est le mercredi 10 juin 2026 et on se retrouve évidemment à quelques jours, quelques heures de cette Coupe du Monde de 2026. Et donc on est venu une nouvelle fois en discuter avec vous. Aujourd'hui, on va revenir rapidement sur les matchs amicaux qu'il y avait hier soir. Il y avait quelques équipes qui jouaient, mais c'était pas la grande folie. Il y a Lionel Messi qui a marqué lors d'un match contre l'Islande. Il y avait le Sénégal aussi, le Sénégal adversaire des Bleus, qui a fait un match nul contre l'Arabie Saoudite. On va revenir sur ce match et après évidemment on aura notre petite revue de presse. Dans cette revue de presse, on va parler une nouvelle fois de l'équipe de France à l'approche de cette Coupe du Monde. C'est ce qui nous intéresse le plus, pardon. Déjà par rapport à la défense des Bleus, encore un but encaissé, encore trop d'occasions concédées. La défense des Bleus n'a pas levé tous les doutes avant la Coupe du Monde. On va en parler. Le Sénégal, du coup, qui patine contre l'Arabie Saoudite pour son dernier test avant de défier l'équipe de France à la Coupe du Monde. On va voir ce qui s'est passé lors de ce match. On essayera de choper un petit résumé. Les joueurs à suivre, les jeunes joueurs à suivre pour cette Coupe du Monde, avec 5 joueurs sélectionnés par l'équipe. Mora, Manzambi, Bayraktarevic, alors ça c'est le jeune de la Bosnie si je dis pas de bêtises. Donc ça va être plutôt intéressant. On va parler aussi du Real Madrid, le club qui fait l'actu en ce moment. Nouveau galactique, Mourinho, ouverture du capital, les idées de Florentino Pérez pour refaire du Real le plus grand club du monde. On va aussi parler de José Mourinho. José Mourinho, à quoi ressemblera le Real Madrid de Mourinho après le nouveau retour du technicien portugais. Et après, on parlera évidemment Mercato avec Pierre Sage qui va effectivement bien quitter le RC Lens pour Crystal Palace. Donc en quittant Lens pour Crystal Palace, c'est une première ligue dont il rêvait. Pierre Sage continue son ascension express. Voilà, un accord total est imminent entre les deux parties. Oui, on va continuer. Alors ça sera pas évidemment dans le sportif, mais la Maison Blanche justifie l'exclusion d'un arbitre somalien et de responsables iraniens. Donc on va voir ce qu'a dit la Maison Blanche par rapport à toutes ces histoires. Si vous étiez présent hier, vous savez de quoi on parle. Sinon, on fera un petit récap de ce qui se passe. Meilleur que le Real Madrid des Galactiques, mais pas que le Barça de Guardiola, les résultats de notre consultation sur la trace historique de ce PSG. Donc l'équipe a fait un petit sondage concernant le Paris Saint-Germain actuel. Quelle trace dans l'histoire du football? Nous verrons quel est le résultat. Évidemment, on fera le petit point mercato avec notre Italien favori Fabrizio Romano. On va voir toutes les infos qu'il a pu nous sortir, nous dégoter. Donc on verra ça. Évidemment, on reste sur le mercato un peu plus Ligue 1 peut-être, avec le Paris FC qui a pris une saison en Ligue 1 qui s'est adapté. On verra ce que va donner le Paris FC deuxième année. Peut-être un peu plus de moyens mis, qui va rester, qui va venir, quels sont les objectifs du Paris FC pour la saison prochaine. On en parlait hier, Alexandre Dujeu va être le nouveau coach de Lorient. Comment cette décision a été prise, enfin, pourquoi ce choix? Connexion avec Laurent Koscielny, principe attrayant et supporter à rassurer. Donc voilà, Alexandre Dujeu, un choix évident pour Lorient. Stéphane Gilly, nommé entraîneur de Angers jusqu'en 2028. Donc on parlait, vous voyez le petit maillot OGC Nice, on parlait qui va coacher l'OGC Nice la saison prochaine. Pour l'instant, toujours pas de direction, toujours pas de racheteur. Il faut attendre le 15 juin pour voir ce qui va se passer pour l'OGC Nice. Mais voilà, petit à petit, les options diminuent. On parlait d'Alexandre Dujeu pour Nice, il a signé à Lorient. On pouvait parler de Stéphane Gilly, du côté d'Angers, ça va pas se faire. Donc on verra quelles sont encore les possibilités potentielles ou non pour l'OGC Nice. L'Olympique de Marseille aussi, on vous en rappelez, l'UEFA peut sanctionner l'Olympique de Marseille par rapport à un accord et par rapport à des sanctions financières pour l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, l'UEFA fait patienter l'OM quant à l'examen de ses comptes et une possible exclusion de la Ligue Europa. On reviendra sur ça. Et après, sur l'actu hors Ligue 1, Fabio Grosso rejoint la Fiorentina après avoir quitté le banc de Sassuolo. Si on a le temps, on en parlera. Et après, vainqueur de l'Irlande, on va parler football féminin. Les qualifications pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil se passent bien pour l'équipe de France qui finit première de leur groupe. Après cette victoire
contre l'Irlande et ce but de Melvin Mallard, la meilleure joueuse française actuellement. Voilà, je pense que le sommaire est plutôt complet. Si vous avez des questions, des affirmations, je le répète, que ça soit sur TikTok, sur Twitch, pardon, n'hésitez pas à venir discuter avec nous, à écrire dans le chat pour qu'on en discute tous ensemble. Je le rappelle aussi, petit point promo. Donc vous avez TikTok, n'hésitez pas à vous abonner. Twitch, n'hésitez pas à venir me follow ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous avez évidemment la chaîne YouTube pour la rediffusion de tous ces lives. Vous avez les plateformes de podcast si vous préférez nous écouter dans le métro ou le train. Et après, évidemment, vous avez tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, X, Snapchat, Thread et Facebook. Voilà. Donc voilà. On va pouvoir démarrer ce live tranquillement. On va juste démarrer avec les petits matchs amicaux. Je vois que quelques personnes ont rejoint, donc je le dis, hein, je le répète. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, des affirmations, peu importe. On viendra en discuter. On va faire un point sur les matchs amicaux qu'il y a eu hier soir ou dans la nuit. Et on va essayer d'en parler. Sinon, on passera directement à notre revue de presse. Sur les matchs amicaux, il y avait la Côte d'Ivoire qui jouait contre Philadelphie 2. Bon, ça devait être. Alors, Pérou-Espagne, on en avait parlé. C'était les matchs de la nuit dernière, hein, parce que maintenant les horaires vont être décalés, donc il y aura des matchs dans la nuit. Qu'est-ce qu'on avait? Bon, Indonésie, Mozambique, on va pas forcément en parler. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Dis-nous, mon cher Abdoul, football, émotion. Tout. En attendant, on cherche. Bon, Arménie, Moldavie, on va pas en parler. Éthiopie, Malawi non plus. La RD Congo qui a perdu son match amical contre le Chili, le dernier match amical avant la Coupe du Monde pour la République démocratique du Congo. C'était une défaite 2-1 pour le Congo, hein, victoire du Chili, avec des buts de Osorio et de Sepulveda, les Congolais qui ont réduit l'écart à la 88e minute grâce à Kayembe. Mais c'était une défaite pour la RDC. J'ai besoin d'une académie de football. Waouh! Oui, dis-nous comment on peut t'aider, mon ami. Et tu recherches ça où? Quelle ville? En France? Pas en France? Parce que là, euh, ça va être compliqué de t'aider, mais on peut toujours essayer. Donc voilà, défaite pour le Congo. Si on revient sur les matchs amicaux précédents de la RDC, résultat. Voilà, il y avait un match nul contre le Danemark, victoire contre... Ah non, c'était la victoire contre la Jamaïque précédemment. Mais voilà, pas forcément une très très grosse préparation pour le Congo. Euh, donc voilà. Après, évidemment, ça reste des matchs amicaux. On verra ça sur le terrain. Le Burkina Faso contre la Biélorussie, match nul, 2 buts partout. Angola, Centrafrique, Hongrie, Kazakhstan. Russie, Trinité et Tobago, Azerbaïdjan, Saint-Marin, Togo, Bénin, Libéria, Sierra Leone. Ouais. S'il vous plaît, aidez-moi à avoir une académie. Oui, bien sûr, on peut t'aider évidemment. Après, voilà, je sais pas ce que tu cherches exactement. Est-ce que t'es en France, mon ami déjà? Euh, Donc sur les matchs amicaux hier soir, bon, Arabie Saoudite, Sénégal, le match nul 0-0, on va en reparler évidemment. Argentine, Islande. L'Argentine qui a gagné 3-0 contre l'Islande grâce à des buts de Valentine Barco, l'entrée de Lionel Messi qui marque sur penalty et le troisième but marqué par Thiago Almada. Juste sur la compo de l'Argentine pour voir un peu ce qui s'y passe dans cette sélection albiceleste. Albiceleste même, pardon. On voit Rulli dans les cages. Bon, je pense que ça sera pas lui qui sera titulaire. On voit plutôt une équipe B, hein, de l'Argentine avec Facundo Medina, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, Gueye. Gueye, je sais pas comment ça se prononce. À droite, au milieu de terrain, on voit Valentine Barco sur le milieu gauche, Palacios, Lo Celso dans l'axe et Giovanni Simeone. En attaque, on a Lopez, José Lopez, pardon, José Lopez et Nico Paz. Donc voilà, sur le banc, il y avait pas mal de monde, Lautaro Martinez, De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Thiago Almada, Nico Gonzalez, Gabriel Montiel qui est toujours là, Christian Romero et Lionel Messi. Lionel Messi, hein, qui sera bien apte pour la Coupe du Monde, hein, il est rentré, il a marqué.
Donc, plutôt positif pour les Argentins. Voilà. On va pas faire plus sur l'Argentine. Juste, je voulais vérifier pareil pour l'Argentine. Précédemment, quels ont été les résultats de l'Argentine? Donc, victoire contre l'Islande, victoire contre l'Honduras, contre la Zambie et contre la Mauritanie. Alors ça, c'était des matchs amicaux précédents. Et voilà, victoire contre l'Honduras. Donc voilà, deux équipes assez moyennes hein, pour les Argentins. Mais ça reste deux victoires. Après, on avait Irak-Venezuela. La victoire du Venezuela, 2 buts à 0. Avec des buts de Caceres et de Ramirez, voilà, contre l'Irak. Euh, donc voilà, pas plus de choses à dire sur ce match. Euh, on va aller sur le Arabie Saoudite-Sénégal, évidemment. Pop, 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 pop. Sur le Arabie Saoudite-Sénégal, on le rappelle, le Sénégal dans la poule de l'équipe de France, qui a eu une préparation compliquée, défaite contre les États-Unis, match nul contre l'Arabie Saoudite 0-0. Sur le match, on va voir les compos. Alors, c'était pas forcément la compo titu du Sénégal, quoique Edouard Mendy, Mamadou Sarr, Moussa Niakate, Andy Diouf à gauche, Crépin Diatta à droite, au milieu de terrain 6 avec Lamine Camara, en attaque Iliman Ndiaye, Habib Diarra, Sadio Mané à gauche et Chérif Ndiaye, pardon. Chérif Ndiaye pour cette équipe du Sénégal. Donc on avait sur le banc Ismail Assar, Nicolas Jackson, Pape Matar Sarr, Khalidou Koulibaly, Antoine Mendy, Ismail Jacobs qui sont rentrés, Gay, Mbaye et Bamba Dieng pour cette équipe du Sénégal. Côté Arabie Saoudite, j'avoue, je connais pas forcément les joueurs. Je suis pas en plus l'Arabie Saoudite, ou en tout cas quand je suis l'Arabie Saoudite, c'est plus les joueurs étrangers. Mais voilà, match nul 0-0. On rappelle l'Arabie Saoudite qui est dans la poule de l'Espagne, si je dis pas de bêtises. Voilà, Espagne, Uruguay, Cap-Vert. Donc on verra pour l'Arabie Saoudite. Salut au Feu Sacré, merci pour le follow. Le Feu Sacré Média, d'accord. Bienvenue à toi, hein. Salut à tous, bienvenue à toi aussi. Sur ce live, hein, on est là pour discuter de l'actualité football, donc si vous avez des questions, des affirmations, merci à Abdul Football Émotion pour le follow. Donc voilà, si vous avez une académie en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à contacter les amis. Abdul Football Émotion, comme ça pourra l'aider. Je peux pas faire plus de pub comme ça, je connais pas les académies forcément en Côte d'Ivoire, donc s'il y a des gens qui peuvent l'aider, n'hésitez pas. Voilà. Ok, 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 ok. Donc pour le match, voilà, le match, pardon, entre l'Arabie Saoudite et le Sénégal. Match nul 0-0. Sur les stats, on va voir. Pas un grand match. Plus une domination de l'Arabie Saoudite. Enfin, un 13 d'XG, 0,41 pour le Sénégal, ça c'est un peu pénible. 59% de possession pour les Sénégaliens, mais 9 tirs 3 cadrés, 7 tirs 5 cadrés pour le Sénégal. Alors domination de l'Arabie Saoudite, j'y suis allé un peu fort. 3 grosses occasions par contre pour le coup, pour les Saoudiens. Donc vraiment un match équilibré on va dire entre ces deux équipes. Un carton rouge pour les Sénégalais. J'ai pas vu qui a pris ce carton rouge. C'est Nicolas Jackson qui prend 2 jaunes. Pas bien joué en moins de 2 minutes, alors là. Pas bravo Nicolas Jackson, en plus en 20 minutes de temps de jeu, bon, pas bravo. Hein. Sur les stats, si on continue, voilà, 4 arrêts d'Edouard Mendy, 5 de la part du gardien saoudien. On va aller sur le résumé de ce match rapidement. S'il vous plaît, aidez-moi. D'accord. Les matchs de prépa sont à prendre avec beaucoup de recul. Évidemment, les matchs de prépa sont à prendre avec beaucoup de recul. Que ce soit pour ce match ou pour tous les autres matchs, mais ça donne quelques indications rapidement, évidemment. Mais évidemment, c'est sûr qu'on ne prend pas toutes les informations possibles lors de ces matchs. Alors, le Sénégal patine contre l'Arabie Saoudite pour son dernier test avant de défier l'équipe de France à la Coupe du Monde.
Tu pas forcément en confiance aussi, hein, quand même, hein, quand tu fais une défaite contre les États-Unis et un match nul contre l'Arabie Saoudite, sachant que tu prétends quand même à aller loin pour cette équipe sénégalaise, hem, je pense que c'est un peu embêtant, ça trotte un peu dans les têtes, sénégalaises. Hem Ce mardi soir à San Antonio, le Sénégal n'a pas pu faire mieux que match nul contre l'Arabie Saoudite, un ultime test peu concluant avant son entrée en lice au mondial face à l'équipe de France le 16 juin. Pas de but et peu de confiance. Ce mardi soir à San Antonio, le Sénégal a été incapable de remporter contre l'Arabie Saoudite, euh, poursuivant ainsi sa pénible préparation au point de vue des résultats. Défaits par les États-Unis le 31 mai, les Lions de la Teranga n'ont pas rassuré, mais ont désormais les yeux rivés sur l'équipe de France, leur premier adversaire du mondial. Toutefois, l'affiche du groupe I le 16 juin à East Rutherford sera assurément un autre contexte. Mais d'ici là, les joueurs de Papchio ont laissé le doute s'installer après avoir livré une prestation assez quelconque et peuvent également remercier Edouard Mendy, solide dans son but. À noter l'entrée en jeu de Nicolas Jackson qui a été exclu en fin de match après avoir écopé de 2 cartons jaunes en 2 minutes, mais ne manquera pas le match face aux Bleus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Force à l'OGC Nice d'ailleurs, respect à vous. Merci beaucoup. On va parler de l'OGC Nice peut-être un peu après. On verra ce qu'il en dit en ce moment. La confiance est mise de côté, d'accord. Les résultats de la France n'étaient pas dingues non plus, et pourtant ils sont favoris. Mais oui, on est totalement d'accord. Après, il y aura au moins eu un truc rassurant avec l'équipe de France, c'est qu'il y a une victoire et un triplé d'un joueur assez exceptionnel. On a vu quand même des joueurs en jambes. Côté Sénégal, franchement, alors pour le coup, j'ai pas vu le résumé de ce match, hein, donc peut-être les chiffres mentent par rapport au visuel. Mais contre les États-Unis, j'avais pas trouvé ça fou non plus, hein, quand même. Il paraît qu'à 50 millions, Ineos se lâche. Alors 50 millions. S'ils lâchent à 50 millions, ça veut dire vraiment qu'ils veulent s'en débarrasser parce qu'ils en voulaient quasiment le quadruple pour ce club de l'OGC Nice. J'ai 15 ans et j'ai besoin d'une académie. D'accord, mon ami Abdul Football Émission, mais là, pour le coup, je pourrais pas t'aider. Si vous avez des sites, alors on va essayer. Si vous avez des sites, je sais pas, peu importe ce que vous pouvez, tu peux aller voir sur ActuFoot ou j'en sais rien, ou si vous pouvez aider Abdul Émotion, s'il vous plaît, dans le chat, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Là, pour le coup, je peux pas t'aider si en plus t'es en Côte d'Ivoire, mon ami, ça va être un peu compliqué. Euh, Ça me semble faible, ils ont acheté 100. Ils ont acheté 100 millions l'OGC Nice, Igneos. Il me semble qu'ils avaient acheté moins quand même. Les matchs de prépa, je m'en méfie toujours car cela veut tout et rien dire. L'ASCAN va refaire un saut de formation. Bah voilà. Donc voilà sur ce match du Sénégal, on verra évidemment. De toute façon, rendez-vous le 16 juin pour ce match contre l'équipe de France. Ça va être bien fun, ça va être un match, on va voir là qui est vraiment en forme ou non. Comme ça, on pourra se mettre directement dans le bain pour cette Coupe du Monde, pardon. Donc on va parler rapidement de l'équipe de France. On a encore un petit article, même s'ils n'ont pas joué hier soir. On va en parler. Salut à Anto qui est présent sur le live. Salut à Pascalou, Labayeta, à toi aussi. Issa Nissa, évidemment. On va parler rapidement équipe de France et après on continuera sur notre actu du jour. Je le rappelle les amis, si vous avez des questions, des affirmations, peu importe ce que vous voulez dire dans le chat, n'hésitez pas. TikTok, Twitch, on est présent. Donc, sur l'équipe de France, c'est plutôt sur la défense, hein. On a pas mal parlé de l'attaque, un peu de tout. Merci à Precious aussi qui est présent sur le live. Merci pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la communauté Hattrick. On a parlé beaucoup d'attaque avec Mbappé, Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé aussi. On va parler plutôt de la défense. Encore un but encaissé, encore trop d'occasions concédées. La défense des Bleus n'a pas levé tous les doutes avant la Coupe du Monde. Face à l'Irlande du Nord, lundi, l'équipe de France a enchaîné un 5e match en concédant au moins un but et un peu trop d'occasions. La défense des Bleus n'a pas encore réglé tous ces problèmes. C'est un article de Damien Degor pour l'équipe. Oui, mon cher Abdoul, tu peux m'écrire en privé, je te répondrai évidemment
plus tard, mais bien sûr que tu peux écrire en privé, mon ami. L'équipe de France a encore encaissé un but lundi face à l'Irlande du Nord et cela fait 5 matchs que ça dure. Surtout, les Bleus ont concédé 3 occasions, ce qui est un peu moins que face à la Côte d'Ivoire 4 jours plus tôt, mais demeure préoccupant à l'aube de leur grand défi américain. À Lille, les Nord-Irlandais avaient clairement ciblé le côté gauche de la défense française et leur stratégie ne leur a pas donné tort. À Nantes, en l'absence de William Saliba, la prestation décevante d'Ibrahima Konaté avait paru rebattre les cartes de la hiérarchie en charnière, pardon, à tel point que Maxence Lacroix a remplacé le défenseur d'Arsenal à la pause lors du second match. Le manque de solidité défensive ne peut cependant pas satisfaire Didier Deschamps. Cela aurait été mieux de repartir avec un clean sheet ce soir, convenait Malo Gusto en zone mixte. C'est le genre de petites erreurs qui nous coûtent, qu'on doit réussir à gommer avant le début de la compétition, et nous en sommes conscients. Si tout le monde se met la tête à l'endroit, ce sont des choses qui n'arriveront pas. Il vaut mieux que cela arrive en préparation plutôt que le 16 juin ou lors de la suite de la compétition. Théo Hernandez a-t-il toujours un temps d'avance à gauche? Le latéral gauche d'Al Hilal a été titulaire lors des 2 matchs de préparation de l'équipe de France, ce qui est un signe forcément. Offensivement, sa participation reste précieuse. Hernandez se projette avec toujours autant d'appétit et de férocité. Il a notamment offert une passe délicieuse à Kylian Mbappé en début de match contre l'Irlande du Nord. Mais il a aussi été pris dans son dos et a libéré des espaces dont ses adversaires ont tenté de profiter. Dans les duels, l'ancien Milanais n'est pas toujours impérial. Lucadine, qui l'a remplacé après la pause contre la Côte d'Ivoire et à la 62e minute du match disputé lundi, offre un peu plus de garantie dans ce registre, même s'il va un peu moins vite dans les couvertures. Si Hernandez avait un temps d'avance lors de la préparation, sa marge a pu se réduire malgré tout. Qui est le numéro 3 derrière Upamecano et Saliba. Bien qu'impliqué sur le but nord-irlandais, Dayo Upamecano reste une valeur très sûre de la défense française sur les 4 défaites concédées par la France depuis l'Euro 2024. 2 ont été concédées sans lui contre l'Italie et l'Espagne, pour les 2 autres face à la Croatie, et donc jeudi l'adversaire a marqué alors qu'il n'était pas ou plus sur le terrain. La charnière qui forme avec Saliba a de l'allure, même si le défenseur d'Arsenal a le dos qui couine en ce moment. À Lille, il a été remplacé à la mi-temps, ce qui était prévu dès le départ. A priori, il n'a rien ressenti d'alarmant, devrait être en mesure de tenir sa place contre le Sénégal. Il n'empêche, en cas d'absence du gunner pendant cette Coupe du Monde, qui le remplacerait? Dans un premier temps, cela devait être Konaté, mais l'histoire de la préparation raconte surtout un déclassement du futur joueur du Real Madrid au profil de Lacroix. Fiable dans les duels et juste dans les relances. Le manque d'expérience internationale du défenseur de Crystal Palace, 4 sélections, peut cependant interroger à l'aube d'une grande compétition. Reste l'option Lucas Hernandez qui a joué 25 minutes à Nantes et n'a pas été utilisé à Lille. Lui a l'expérience, mais est-il toujours aussi fiable? Alors, bon déjà sur la question de Théo Hernandez, Lucadine, moi j'ai trouvé Théo Hernandez plutôt intéressant lundi soir, même si ça reste encore pas forcément une valeur sûre. Et Lucadine, comme ça a été dit dans l'article, est plutôt un joueur à vocation défensive, même s'il a une très bonne qualité de centre. Le souci, c'est que côté droit, on a Jules Koundé qui est très 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 très, très défensif, hein, qui a vraiment beaucoup de mal à être le Jules Koundé qu'on a vu du côté du Barça. Donc, pour le coup, ça me dérange pas de garder Théo Hernandez, du coup, vu que Lucadine, de toute façon, il n'a pas forcément répondu aux attentes non plus. Garder 3 défensifs, c'est-à-dire avec Jules Koundé qui reste plus bas, et notre ami Théo Hernandez qui est un peu plus offensif et par contre il faudra combler les trous dans son dos. Pour combler les trous dans son dos, est-ce que Adrien Rabiot est capable de faire autant de travail que ça? Bonne question. Ou pourquoi pas mettre plutôt Aurélien Tchouaméni ou N'Golo Kanté quand Théo Hernandez est présent. Ça voudrait dire changer le milieu juste pour un joueur. Est-ce que c'est vraiment utile? Mais bon, si on a 4 joueurs à vocation défensive en défense, c'est le but, hein, c'est une défense, mais dans le football moderne, c'est bien quand même d'avoir au moins un latéraux assez offensif. Euh, Après, ce qui est question du troisième défenseur central, je suis pas forcément d'accord avec l'article. Je pense que Ibrahima Konaté reste quand même le troisième défenseur central de cette équipe de France, pas forcément de Maxence Lacroix. Même s'il fait des très bonnes prestations à chaque fois qu'il est rentré ou qu'il a joué, il a été plutôt bon. Mais je préfère Ibrahima Konaté en tant que troisième défenseur s'il y a besoin. Voilà, et après Lucas Hernandez, je pense que c'est plus une option côté gauche que vraiment en défense centrale.
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous avez un avis par rapport à ça. Qu'est-ce que, je peux lire? Alors, tout, avis perso, l'équipe de France serait meilleure sans Mbappé, la def pose problème. Alors je suis pas d'accord évidemment sur Mbappé, j'en ai on en a déjà parlé précédemment. Hem, on ne va pas aller loin, je vous le dis, il y a quelques problèmes quand même dans cette équipe, elle est mal équilibrée. On ne va pas aller loin, je vous le dis, voilà, parce que je ne vais pas parier, cette année, d'accord? Ça promet pour l'équipe de France en tout cas. Waouh, il y a pas mal de personnes négatives. Merci à Mamadou Cissé pour le follow, bienvenue dans la communauté Hat-Trick. À toi aussi. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Certains joueurs sont cramés surtout. Alors, certains joueurs qui ont l'air cramés physiquement, ça c'est sûr. Mais après, les amis, je vous trouve un peu négatif par rapport à l'équipe de France que l'on a. L'équilibre, ça se trouve, on en a parlé hier pour le changement de formation. Est-ce qu'il faut repasser à 3 milieux? Moi, je suis pas forcément. Je suis pas forcément très chaud de revoir une équipe de France avec 3 milieux et seulement 3 offensifs, sachant que déjà offensivement, l'équipe de France a du mal. C'est surtout de bien placer les joueurs à leur poste et de donner les bonnes consignes. Mais après, moi, je trouve que la formation est plutôt correcte. Après, voilà, il y a toujours des questions, mais qui vont se régler, je pense, au fil de la compétition. Là, les 3 matchs de poule, ils vont être intéressants parce que c'est au moins 2 grosses équipes. Après, sans manquer de respect à l'Iran, ben, je pense que c'est une équipe quand même en dessous. Mais je pense que le Sénégal et la Norvège vont être un bon test pour ces Bleus et va encore permettre de peaufiner cette équipe de France jusqu'à là, jusqu'au moins, enfin, jusqu'aux phases finales, pardon, le phase élimination directe. Voilà. Juste, j'ai oublié d'en parler, mais les matchs amicaux de ce soir, on a le Portugal contre le Nigeria, donc ça peut être pas mal aussi à suivre, et l'Angleterre contre le Costa Rica. Donc là aussi, si on a le temps, enfin demain oui, on aura le temps, on pourra en parler. Euh, on va continuer. Bon là, il y avait un débat de l'équipe qui dure 14 minutes sur est-ce que la France a-t-elle fait le plein de confiance. N'hésitez pas à répondre à la question. Attention quand même au Sénégal et à la Norvège, attention aux pièges. Évidemment, attention aux matchs pièges, c'est des matchs importants, c'est des grosses équipes, on ne cesse de le répéter, mais l'équipe de France est censée être au-dessus de ces équipes, j'ai pas peur de le dire. Deuxième au classement FIFA, alors ça veut peut-être rien dire, mais dernier finaliste de la Coupe du Monde, on a une très très grosse équipe, même si c'est des matchs chiants à jouer, l'équipe de France est favori pour ces matchs, hein, je le répète. Comme à chaque Coupe du Monde, de toute façon, il y aura des équipes qui vont faire des surprises. Évidemment. Le plein de confiance, oui et non, car il y a eu 2 poids, 2 mesures dans cette prépa. C'est-à-dire? Ah, c'est sûr qu'il y a pas le plein de confiance. T'as pris une défaite et t'as pris un but à chaque match. Donc oui, la confiance n'est pas au total maximum. Ça n'a pas été 2 matchs pleins de la part des Bleus. Après, il y a eu pas mal de changements lors des matchs. C'est peut-être ça qui a déréglé les Bleus. On verra sur des matchs vraiment à enjeu quand il n'y aura pas autant de mouvements sur le terrain. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un total une pleine confiance pour les Bleus. C'est pour ça que je dis que le match du Sénégal, il est ultra important. On continue sur la Coupe du Monde. Mora Mozambique by Raktarevic, 5 jeunes joueurs qui peuvent se révéler lors de la Coupe du Monde 2026. Ça va être intéressant d'en parler. Il y a toujours des pépites hein, qui s'illustrent lors de ces Coupes du Monde. J'ai plus celle en tête lors des précédentes, mais on sait qu'il y en a évidemment toujours. Donc on va voir quels sont peut-être les joueurs à suivre lors de cette Coupe du Monde, ceux que vous connaissez, que vous connaissez pas. On verra. Tu perds contre le Ghana, je crois, tu gagnes l'Irlande du Nord, mais tu prends encore un but. Alors tu perds contre la Côte d'Ivoire, mon ami, on va respecter quand même. On a perdu contre on a perdu contre la Côte d'Ivoire. Coupe du Monde 2000. Pas de nom que tout le monde connaît. Ici, Alors. on a pris des joueurs. Qui sont les 5 jeunes à suivre lors de la Coupe du Monde 2000? Pas de nom que tout le monde connaît. Ici, on a pris des joueurs qui sont encore un peu sous le radar et qui ont tous 21 ans ou moins. Le premier, c'est probablement le plus connu, Luka Vuskovic, un croate de 19 ans qui mesure 1m93. Sur le papier, on dirait un stopper à l'ancienne, mais en réalité, c'est le défenseur du futur. Il est puissant, très fort dans les duels et aussi super propre techniquement. Il sait porter le ballon, il sait casser des lignes parce qu'il a une très bonne relance et il sait marquer des buts. Pour tenter sa chance, elle a été contrée cette balle. Prêté par Tottenham
À Hambourg, il sort d'une grosse saison en Bundesliga et sa valeur a déjà explosé. Elle tourne aujourd'hui autour des 60 millions d'euros. Alors avec la Croatie, il y a une vraie concurrence. Il y a Gvardiol devant lui dans la hiérarchie actuelle, peut-être même Kaletacha. Il n'est pas sûr de commencer la Coupe du Monde en tant que titulaire. Mais c'est mon petit pari, s'il a sa chance, il risque de bencher Kaletacha. Un joueur qui lui devrait être titulaire avec son pays, c'est Johan Manzambi. À 20 ans, il est littéralement le couteau suisse de la Suisse. Il sait tout faire au milieu, numéro 6, Couteau suisse de la relayeur, Suisse, numéro excellent 10, ça. jusqu'à même parfois évoluer sur un côté. Il a du coffre, de la technique, une capacité à casser des lignes par ses courses et surtout une sérénité folle pour son âge. Il sort d'une énorme saison avec Fribourg, c'est un acteur majeur de l'épopée européenne du club. Il a même été élu révélation de l'année en Ligue Europa. Attention, parce qu'il pourrait faire le doublé sur ce mondial. Le troisième nom est difficile à prononcer, mais vous vous en souviendrez parce que c'est un véritable génie. Esmir Bayraktarevic. Il est né aux États-Unis, formé aux États-Unis, il a même porté le maillot des États-Unis sur une sélection et il a finalement choisi son pays d'origine, la Bosnie. Quelques mois plus tard, c'est lui qui marque le pénalty décisif contre l'Italie pour envoyer la Bosnie en Coupe du Monde au terme d'une prestation de très haut niveau. Sur le terrain, c'est un gaucher soyeux. Le ballon lui colle au pied, il sait feinter, rentrer intérieur, frapper de loin. Si la Bosnie doit faire quelque chose sur ce mondial, ça partira certainement de son pied gauche. Et ensuite, le PSV Eindhoven pourrait encaisser un gros chèque pour laisser partir son ailier de 21 ans. Dans un profil assez proche, mais droitier cette fois, le cadet de cette liste, peut-être même le cadet du mondial, le Mexicain de Tijuana, Gilberto Mora. À 17 ans seulement, il est l'espoir de l'un des pays organisateurs. C'est un petit gabarit très technique, capable de provoquer, de feinter, de frapper de loin. Le truc complètement fou avec lui, c'est qu'il va disputer 2 Coupes du Monde en moins de 9 mois. Parce qu'il a déjà disputé la Coupe du Monde U20 au Chili, qui se tenait en septembre 2025. C'est beaucoup de pression, mais c'est exactement le genre de scène où Morita, son surnom, peut changer de dimension. Cinquième et dernier nom, Bazumana Touré, un Ivoirien de 20 ans qui joue à Hoffenheim. Formé à la SEC, passé par Hammarby en Suède, il a ensuite rejoint la Bundesliga, où il a très vite montré ses qualités. Vitesse, percussion, appel en profondeur, mais aussi capacité à créer pour les autres. Ce n'est pas juste un ailier qui court vite, c'est un vrai joueur qui sent le jeu. Avec la Côte d'Ivoire, il pourrait faire très mal en sortie de banc face à des défenses fatiguées en fin de match. Alors retenez bien ces 5 noms, Vuskovic, Manzambi, Bayraktarevic, Mora et Touré. Ils pourraient secouer le mondial et faire sortir le chéquier de vos clubs préférés à l'issue de la compétition. Alors, sur les 5 noms qui ont été cités, j'avoue qu'il y en a 3 que je connaissais, les 2 autres, je les connaissais pas. Le jeune Ivoirien Bazoumana Touré et, et comment il s'appelle Manzambi, le Suisse, plutôt connu. Enfin, en tout cas, j'en avais entendu parler. Et Bayraktarevic, hein, évidemment, on en a entendu parler lorsque l'Italie s'est fait éliminer lors de ces qualifications, lors de ces barrages de qualification à la Coupe du Monde. Après, j'avoue que sur Vuskovic et Gilberto Mora, c'est ça Gabriel Mora, pardon. J'avoue que je ne connaissais pas forcément, donc on va quand même suivre ces 5 joueurs. Est-ce qu'ils auront du temps de jeu? Après, le défenseur croate, il a l'air très très fort, mais il faut quand même se méfier des highlights, comme on dit. Mais bon, s'il a une valeur de 60 millions d'euros, on suivra ça. Voilà, donc retenez bien Vuskovic, Manzambi, Bayraktarevic, Mora et Touré pour les 5 pépites. Après, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les donner dans le chat. Mexique contre Afrique du Sud, tu vois qui gagner? Alors là, pour le Mexique-Afrique du Sud, peut-être que j'irai sur une équipe du Mexique. Et encore, l'Afrique du Sud a des joueurs intéressants, une équipe intéressante en tout cas. À chaque fois, ils font des bons parcours à la CAN, mais bon. J'irai plutôt sur le Mexique, à domicile, porté par leur public. Je mettrai nos amis mexicains. Salut à SB69 Gaming qui est présent sur le live Twitch, pardon. Désolé, j'ai du mal à parler. Mais bienvenue mon ami une nouvelle fois. Ça va très bien, j'espère que tu vas bien aussi. Bonjour à toi, comment vas-tu? C'est la Coupe du Monde de la honte, ok, ça commence fort. Scandalisé du comportement de l'État américain, comment il traite l'Iran, cela me choque malgré que ce n'est pas ma religion. Et comment il se comporte avec les pays africains aussi me dérange. Alors, on en a parlé hier hein, déjà de la politique américaine. On aura un article, encore une fois, sur la Maison Blanche. Alors vraiment, on parle de politique, encore une fois, on parle pas forcément foot, mais oui, l'arbitre somalien qui a été expulsé du territoire américain et ces histoires de photographes avec l'Iran. Bon, avec ce qui se passe en ce moment en géopolitique, c'est sûr que l'ambiance est tendue aux États-Unis. On verra de quoi ça parle. Si on reste pour l'instant sur un peu des choses positives, donc les jeunes joueurs à suivre lors de cette Coupe du Monde. Merci à Doukali aussi pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la communauté Hattrick. Et après, on nous dit Curaçao. Ok, Curaçao, mon ami. Donc voilà, on aura juste après les articles un peu touchy, on va dire.
En attendant, on va continuer notre live, pardon. Donc, sur les jeunes joueurs, retenez bien les noms: Mora, Manzambi, Bajaktarevic, Vuskovic et j'ai oublié, Manzambi, voilà. On va parler du Real quand même. Le Real Madrid, qui souhaite se relancer comme meilleur club du monde. Nouveau galactique, Mourinho, ouverture du capital, les idées de Florentino Pérez pour refaire du Real Madrid le plus grand club du monde. On aura aussi un article sur à quoi va ressembler le Real de Mourinho. Mais en tout cas, sur le Real qui a eu 2 saisons extrêmement compliquées. Les 2 saisons dernières, hein, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, hein, pour les détracteurs, hein, vous l'avez entendu. Alors, si c'était vraiment Julian Alvarez pour le joueur à 150 millions, je crois que Papi Pérez est devenu fou. Ça y est. J'avoue que c'était aucun de ces joueurs dont je soupçonnais. Et après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment Julian Alvarez? Même si c'est un crack. Passer de l'Atlético au Real comme ça, c'est pour 150 millions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire? Je m'attendais à quelqu'un d'autre. Je parle rarement de politique car je ne crois plus en eux, mais là je trouve ça scandaleux. Alors, on en parlera juste après. Réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030, Florentino Pérez a du pain sur la planche pour à nouveau rendre son équipe compétitive et satisfaire pleinement les socios madrilènes. Le mercato du club merengue devrait donc être agité. C'est un article de Antoine Simoneau pour l'équipe. Avec 65% de vote, Florentino Pérez a sans surprise prolongé son bail comme président du Real Madrid pour 4 années supplémentaires dans la nuit de dimanche à lundi. Mais les inespérés 35% de votes acquis en seulement 2 semaines de campagne par son opposant Enrique Riquelme, méconnu du grand public, sonnent comme le mécontentement clairement visible d'une partie des socios quant à sa gestion. Après 2 saisons sans titre majeur, Pérez se s'est attendu au tournant et est conscient qu'un nouvel exercice raté sportivement l'affaiblirait. Refaire du Real une équipe qui gagne en Espagne et en Europe est donc une condition non négociable pour atténuer l'irritation ambiance et rendre sa base à nouveau fière. Pour y parvenir, le président merengue est persuadé que le retour de José Mourinho comme entraîneur est la solution idoine pour remettre de l'ordre dans un vestiaire fracturé et redonner une âme collective aux merengues. Le Portugais recruté pour 15 millions d'euros bruts devrait être officiellement présenté mercredi et l'annonce des transferts de 2 autres promesses de campagne pourrait aussi avoir lieu dans les prochains jours. Le défenseur central français Ibrahima Konaté en fin de contrat avec Liverpool qui, comme révélé par l'équipe, va s'engager jusqu'en 2030 et le latéral droit néerlandais Denzel Dumfries, clause libératoire de 20 millions d'euros payés à l'Inter Milan. Un effectif pléthorique à dégraisser. Mais Pérez a promis d'autres recrues. La clause de rachat 9 millions d'euros de Nico Paz, le milieu offensif argentin de Com, devrait être activée. Et le Real serait également en quête d'un autre défenseur central, d'un latéral gauche et d'un ou deux milieux de terrain. On le rappelle aussi, Antonio Rudiger devrait re-signer du côté du Real. On en a parlé hier. On va voir après tout ce qui est info, Fabrizio Romano, s'il y a des rumeurs. Merci à Armel08 pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la communauté. Hat-trick, mon ami. Sans compter la recrue galactique annoncée par le président madrilène, la plus grosse offre de l'histoire du Real, de moins 150 millions, et qui n'est ni Olysée, ni Kane, ni Haaland, ni Doku, ni un joueur de la Première Ligue, ni Julian Alvarez, point d'interrogation. Le club a publié ce mardi en fin d'après-midi un communiqué indiquant que l'Atlético avait reposé une première offre de 150 millions pour l'attaquant de 26 ans, renvoyant les merengues à la clause libératoire de l'Argentin fixée à 500 millions d'euros. Mourinho au Real Madrid, j'espère que ça va calmer certains égos. Ah bah, de toute façon, Mourinho, c'est du... Comment dire? C'est du qui tout double, hein. Ou dès qu'il arrive, tu peux tout gagner avec Mourinho parce qu'il a mis de l'ordre et que c'est de la nouveauté. Ou sinon, ça pète direct et ça peut vite partir en sucette. Pas sûr que la stratégie de l'achat à outrance porte ses fruits sur le plan sportif. Son Real des Galactiques l'a déjà prouvé pour équilibrer sa masse salariale et éviter les frustrations. Pérez va aussi devoir dégraisser un effectif pléthorique. Dani Ceballos, Fran Garcia sont aussi invités à partir. Franco Mastantuono et Raúl Asensio pourraient être prêtés ou vendus avec une clause de rachat.
et des joueurs plus confirmés comme Rodrigo, Eduardo Camavinga, voire Brahim Diaz ne seront pas retenus. Pour que le Real reste le club le mieux valorisé, 8,2 milliards d'euros selon Forbes, et celui qui gère le plus de revenus, génère plus de revenus, 1,1 milliard d'euros sur la saison 2024-2025 selon Deloitte, l'autre chantier prioritaire de Pérez est d'ouvrir à hauteur de 5% le capital du club madrilène à un actionnaire minoritaire. Le président merengue devrait donc prochainement convoquer une assemblée extraordinaire pour faire ratifier ou non cette décision par les socios. Donc voilà, pas mal de pain sur la planche pour Florentino Pérez. Est-ce qu'il va nous faire des dingueries, Papy Pérez, là? Parce que, franchement, 150 millions pour Julian Alvarez, sachant que tu as déjà Vinicius Mbappé. Est-ce que vraiment c'est le move le plus malin qu'il aurait pu faire? Franchement, avec tous les noms qui ont été cités, il a dit pas de Erling Haaland. Attends, c'était quoi? Pas de Haaland, pas de Olysée, pas de Kane, pas de Doku. Bon, Doku, 150 millions, hein. Je l'aimais pas. Mais plutôt Julian Alvarez, sachant que nous, on pensait plutôt à du Vitinha. Vitinha ou Joao Neves, c'est vrai, on en avait parlé aussi. Moi, je pensais vraiment à Vitinha, voire peut-être un Kimmich, hein, quelque chose comme ça. Mais de là à aller sur Julian Alvarez, en plus, joueur de l'ennemi de l'Atlético, est-ce que c'était malin? Est-ce que c'est malin de faire ça? Je sais pas. Vinicius va-t-il partir à Arsenal? Je pense pas que Vinicius va partir à Arsenal. Je pense que Vinicius va rester plutôt. T'es pour Nice? Bah oui, effectivement, je suis pour Nice, hein. Je porte le beau maillot. Donc oui, pour le coup, je porte un maillot d'une équipe que je supporte. Ça m'arrive pas tout le temps, mais oui. Ok. Et aussi à voir ce que José Mourinho veut faire, quel joueur il veut aussi, quel joueur il veut garder. Après, on le voyait sur les départs. Bon, Fran Garcia, ça peut partir honnêtement. Dani Ceballos aussi, même si c'est des joueurs de rotation intéressants. Et je pense que le Real peut trouver d'autres joueurs. Franco Mastantuono, voilà, acheté, annoncé comme plutôt un crack. Ça a été une grosse désillusion. Raúl Asensio, honnêtement, je pense que il a, comment dire, c'est parce qu'il porte un maillot du Real, sinon c'est un joueur assez anecdotique, je pense. Et après, Rodrigo pas retenu, donc tu peux quand même aller en chercher un sacré prix. Eduardo Camavinga aussi, tu peux récupérer un prix. On sait que de toute façon, ils sont prêts à le laisser partir. Ça parlait de lui ou de Chouameni. Vu la fin de saison de Eduardo Camavinga, ça serait plutôt Camavinga. Et après, Brahim Diaz, voilà, pareil, joueur de rotation, pas forcément utilisé en tant que titulaire. S'il a une offre, je pense que ça peut être un bon prix aussi pour ces joueurs. Voilà. Euh, T'as des informations sur le repreneur de l'OGC Nice. Sur le repreneur de l'OGC Nice, pour le coup, il y avait des infos qui étaient sorties comme quoi ça serait des Américains qui voudraient racheter. Euh, pour l'instant, il n'y a pas plus d'infos. Je crois qu'il faut attendre le 15 juin par rapport à des trucs légaux. Donc pour l'instant, on n'aura pas d'infos jusqu'au 15 juin. Il y a quelques jours, l'équipe parlait d'un actionnaire anglo-saxon qui pourrait racheter le club petit à petit, pas tout de suite et totalement, mais petit à petit. Donc ça reste encore dans le flou. Après le prix proposé, voilà tout à l'heure, je sais plus qui nous parlait exactement de l'OGC Nice pour 50 millions d'euros. Ça me paraît très peu quand même. Mais ça reste à suivre. Quand on aura plus d'infos, évidemment, je vous tiendrai au courant. Pour ceux qui veulent des infos pour l'OGC Nice, je ne sais pas si vous avez vu et si ça vous intéresse, mais l'attaquant Zoumana Diallo a été prolongé. En vrai, un latéral style Nuno Mendes du PSG serait bien pour le Real. Alors c'est sûr que si Nuno Mendes arrive à la place d'un Ferland Mendy ou d'un Carreras, c'est sûr que c'est pas pareil quand même, hein, c'est quand même, Nuno Mendes, c'est quand même le gratin, hein, en ce moment. Merci Vincent, du coup. Bienvenue dans la communauté Hattrick, merci pour le follow. T'as un super prénom aussi, je tiens à te le dire, mon ami. Donc voilà. Alors, on continue sur le Real. À quoi ressemblera le Real Madrid de Mourinho après le nouveau retour du technicien portugais? C'est un article de César Suarez pour Flashcore. Euh, donc avec la victoire de Florentino Pérez, le Real Madrid va débourser 15 millions d'euros pour rompre le contrat qui lie Mourinho au Benfica. À partir de là, une nouvelle ère va débuter pour le technicien portugais qui marche dans les pas d'Ancelotti et de Zidane. Même là, la question, est-ce que Mourinho, bon choix, pas bon choix? Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres coachs un peu plus comment dire?
un peu plus jeunes qui auraient pu venir? Est-ce qu'ils auraient pu attirer quelqu'un d'autre? Ou alors c'est vraiment trop le bordel du côté du Real et Mourinho est plutôt la bonne solution? L'italien et le français ont prouvé que l'adage «les deuxièmes parties ne sont jamais bonnes» n'était pas toujours vrai. Ils ont en effet remporté encore plus de succès pour un Real Madrid qui espère désormais que Mourinho saura les imiter et faire mieux que ce qu'il avait accompli lors de sa première période agitée sur le banc du Bernabeu. Mais la question après plusieurs années sans le moindre titre pour le Portugais est de savoir s'il a tiré les leçons de ses erreurs et surtout s'il sera capable de rétablir la monarchie madrilène en Liga et en Ligue des Champions. À quoi ressemblera le Real Madrid de Mourinho? Le 17 mai dernier, nous évoquions déjà sur ce site les conditions posées par Mou à Florentino Pérez pour revenir. La première était essentielle à ses yeux, avoir le pouvoir dans le vestiaire sans ingérence présidentielle. Autrement dit, pouvoir prendre toute décision sportive sans que la star du moment n'aille se plaindre en coulisses. La deuxième, avoir son mot à dire sur les renforts. Plus que des stars qui sont toujours les bienvenus, il veut des joueurs capables de bien jouer avec et sans ballon, prêts à se sacrifier défensivement si nécessaire. Si le combat devient rude, il veut des joueurs prêts à aller au charbon et à se salir les mains. En d'autres termes, il préfère un joueur techniquement solide mais irréprochable dans l'effort, plutôt qu'un virtuose du ballon incapable de s'investir collectivement. Bah, c'est clairement en ce moment les joueurs qu'il faut du côté du Real, hein, des joueurs solides mais irréprochables dans l'effort que plutôt... Parce que les joueurs... les virtuoses du ballon, ils les ont quand même, hein, mais collectivement, voilà, hein, on pense à certains joueurs, on va pas forcément les citer, euh, mais on les connaît. Poste à renforcer. Pendant la campagne électorale, Florentino a annoncé avoir déjà recruté Konaté qui arrive en fin de contrat avec Liverpool ainsi que Dumfries, on en parlait. Avec Rudiger prolongé, il ne reste plus qu'à savoir si Mourinho fera confiance à la Cantera ou s'il faudra recruter un défenseur central supplémentaire. Dans ce cas, Asensio pourrait partir, ou un latéral gauche où Fran Garcia, Carreras et Mendy sont sous contrat. Il est évident que Mourinho doit aussi renouveler l'entrejeu, le Galactique à 150 millions d'euros promis par le président pour être Vitinha ou Joao Neves. Là aussi, si on nous parle de Julian Alvarez. Mais il existe des options moins coûteuses que Mateus Fernandes. Comme Mateus Fernandes, il souhaite un box-to-box à la manière de Valverde ou Bellingham, mais avec la capacité d'organiser le jeu, ce que ni l'Uruguayen ni l'Anglais ne possèdent vraiment. Et ce n'est qu'un début, il ne serait pas contre l'idée de compter sur un autre compatriote comme Bernardo Silva qui est désormais libre après avoir terminé sa brillante aventure à Manchester City. Avec Güler indiscutable, son arrivée mettrait la continuité de Brahim en difficulté. Et devant, il veut de la percussion évidemment, il compte sur Mbappé pour les buts, mais il en veut davantage, il aura Hendrik sous ses ordres, mais la grave blessure de Rodrigo et le faible rendement de Mastantuono imposent un effort pour dynamiser cette attaque. Olysée, s'ils ne se sont pas Vitinha ou Neves, pourrait être aussi le crack à 150 millions, même si le Bayern a déjà prévenu qu'il fallait oublier cette piste. En résumé, un nouveau Real Madrid à la sauce Mourinho, moins de costumes, 3 pièces, plus de bleu de travail. À noter aussi hein, que dans l'article, le nom de Vinicius n'a pas été prononcé une seule fois. Bizarre quand même, qui est censé être le joueur du Real. Hein, dernier joueur, comment dire, la feuillette Ballon d'Or il y a quand même 2 ans. Bon, c'est sûr qu'il reste sur 2 saisons assez mitigées, on va dire, pour rester honnête pour Vinicius. Donc voilà, c'est bizarre. Mourinho voudrait Matheus Fernandes de West Ham apparemment. Matheus Fernandes de West Ham? Ah mais c'est un meneur de jeu lui, non? Je dis pas de conneries. C'est un latéral. Alors, Matheus Fernandes, 1m80, milieu central, une sélection, 21 ans, 36 matchs, 3 buts, 4 passes D en première ligue. Ok, milieu central, pied droit. Ok. Joueur passé par le Sporting, l'Estoril, Southampton et West Ham. Donc, bah écoute, plutôt intéressant. Après, je suis pas sûr que ça soit là que le Real ait besoin de joueurs, ou à part vraiment en turnover, mais ça reste assez étonnant, on verra bien. Merci à Ici la Voix pour le follow, merci à Magoué Bévon, bienvenue à vous deux dans la communauté Atrix, ça fait extrêmement plaisir de voir de plus en plus de personnes lors de ces lives chaque matin.
Donc merci beaucoup et bienvenue. Donc pour le Real, je pense qu'on a fait le tour. On verra de toute façon, hein, petit à petit, on aura des infos qui sortiront. On verra qui arrive pas. On compte sur évidemment le bon vieux Fabrizio pour nous donner les infos. Et donc on en reparlera plus tard. Juste, on fait le point du coup politique. Hein, on en parlait tout à l'heure concernant cette Coupe du Monde. Je live tous les jours, je live pas forcément... techniquement, je suis censé liver de 10h à midi, du lundi au vendredi. Des fois, ça m'arrive de rater certains lives. Mais en général, oui, on est plutôt actif. Donc, live tous les jours 10h midi, enfin, lundi au vendredi 10h midi. Pour la Coupe du Monde, possiblement, il y aura des lives aussi l'après-midi, peut-être 1h et demie. On essaiera de faire ça. Et évidemment, si vous ratez des lives, il y a les rediffs sur les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube. Voilà. Et qu'est-ce que je pensais? Oui, et normalement, potentiellement, les lives pourraient être aussi plus sur Twitch que sur TikTok. Je vais voir si je ferai les deux ou non. Mais en tout cas, là, actuellement, on est en live sur Twitch aussi. Hein, donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Twitch. C'est peut-être plus facile aussi. Vous voyez mon écran sur la chaîne Twitch. Donc, c'est peut-être plus fluide pour vous. Donc on disait, petit point politique, on n'a pas eu le temps de le faire avant, on était plus sur la politique du Real Madrid que sur la Maison Blanche. La Maison Blanche justifie l'exclusion d'un arbitre somalien et de responsables iraniens. Comme ça, on vous donne un peu toutes les infos, même si ça sort du sportif, on préfère parler tactique que politique. Mais on se doit quand même de vous les donner. Le patron de l'équipe de la Maison-Blanche chargé de l'organisation de la Coupe du Monde de foot, Andrew Giuliani, a assuré mardi que le refoulement d'un arbitre somalien et le refus de visa à des responsables de la sélection iranienne étaient motivés par des bonnes raisons. L'arbitre somalien Omar Artan, bien que titulaire d'un visa d'entrée aux États-Unis, a été refoulé samedi à son arrivée, la FIFA ayant ensuite annoncé qu'il n'officierait pas durant la compétition. De leur côté, une quinzaine de membres de l'encadrement de la section iranienne se sont vus refuser des visas américains. Jusqu'à présent, 35 équipes ont pu entrer aux États-Unis. Aucun joueur ni entraîneur ne s'est vu interdire l'accès, a déclaré M. Giuliani lors d'une discussion organisée par le groupe de réflexion Atlantic Council à Washington. Il y a eu des responsables qui se sont vus interdire l'entrée et pour de bonnes raisons, a-t-il affirmé, évoquant la nécessité d'empêcher des acteurs malveillants de venir dans le pays sous couvert de la Coupe du Monde de football qui débute jeudi. Il y a eu un arbitre qui n'a pas été admis, je ne peux pas entrer dans les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était pour une très bonne raison, a assuré le responsable de la Maison-Blanche, faisant état de discussion avec le ministre de la Santé intérieure, Mark Wayne Moulin et le chef de la police aux frontières CBP. Les raisons du refoulement d'Omara Artan, qui a notamment arbitré en Coupe d'Afrique des Nations, ne sont pas connues. La CBP l'a justifié par des problèmes liés à la vérification de ses antécédents. Tout le personnel d'entraînement de l'équipe iranienne peut entrer. Il y a des responsables iraniens qui ne peuvent pas entrer, là encore pour de très bonnes raisons, a ajouté M. Giuliani sans autre précision. Ouais, très peu de précision quand même. Hein. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a des gens qui prétendent être des entraîneurs mais ne le sont peut-être pas, a-t-il poursuivi, évoquant notamment la possible présence parmi eux de personnes travaillant directement avec les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique. Les incertitudes quant à l'obtention des visas américains à cause du conflit en cours au Moyen-Orient ont forcé la sélection iranienne à relocaliser son camp de base à Tucson, Arizona, de Tucson, Arizona à Tijuana au Mexique, bien qu'elle joue ses 3 rencontres de groupe aux États-Unis. Bon, assez catastrophique, aucune justification de la part des États-Unis. Voilà, que dire? Que dire de plus? C'est hyper triste, mais voilà. Sur le problème, pour l'arbitre somalien, je crois que la Somalie fait partie d'une liste de pays que les États-Unis surveillent ou auxquels ils font extrêmement attention, hein, un peu comme les pays avec qui sont en guerre actuellement. Et après, pour l'Iran, on connaît la situation géopolitique et c'est par ça qui justifie la non-entrée de ces personnes sur le territoire américain. Voilà, en tout cas, on a relaté l'info. À part dire que c'est tout bonnement scandaleux et que la FIFA, en plus, cautionne ce genre de choses, c'est encore plus triste pour le football et pour évidemment la situation actuelle. Mais voilà, pour l'instant, on peut pas faire grand-chose de plus.
Il y a certains supporters non plus qui ne peuvent pas supporter leur équipe. C'est vrai qu'il y avait une liste aussi de supporters argentins, mais plein d'autres sélections qui ne peuvent pas entrer sur le terrain. Un journaliste français aussi a été refusé parce qu'il a fait une escale à Cuba. Voilà, donc ça, c'est encore des histoires qui datent d'il y a encore plus longtemps. Euh, Voilà, pour l'info politique, on va pas parler de politique plus longtemps. Déjà, j'ai pas envie d'en parler. Et je préfère parler football, les amis. Si on parle football, on va parler mercato. Pourquoi Pierre Sage a quitté le RC Lens pour rejoindre la Première Ligue? Bon, question simple, mais c'était plutôt évident. Juste avant, petit point. Petit point Fabrizio Romano, évidemment, pour voir toutes les infos mercato. Et après, on en parlera avec tout ce qui se passe autour. On fera évidemment le point Ligue 1 et après le point étranger. Mais là, pour l'instant, on est sur quelles sont les infos du meilleur leaker du monde, hein. Donc, qu'est-ce que nous dit Fabrizio Romano? Alors, exclu. Jorge Mendes confirme que Joao Neves et Vitinha ne quitteront pas le PSG, ne seront jamais une option pour quiconque. Ils sont non négociables pour le Paris Saint-Germain et ils sont très très heureux, eux, à Paris. Ils vont continuer à collecter des trophées. Donc Vitinha, Joao Neves, ça ne va pas bouger côté Paris Saint-Germain. Alors, Paolo Maffeo à l'Olympiakos, le deal est fait et c'est parti. Here we go. Agreement in place between all parties. Donc, les accords sont bons pour Pablo Maffeo du côté de l'Olympiakos. Je ne sais pas du tout qui est ce joueur. Exclusif, le RB Salzbourg a signé Dominique Schmidt et la visite médicale a été mise en place aujourd'hui. Ok, un deal pour 3 millions d'euros. Ok. Alors, les Wolves annoncent leur double signature, donc on en parlait hier pour Kieran Trippier, le joueur de Newcastle, qui arrive du côté de Wolverhampton, et on parlait d'un retour de Raúl Jiménez chez les Wolves, et ben ça a bien été confirmé. C'est bon? Ok, ça a bien été confirmé pour Raúl Jiménez et son retour du côté des Wolves en Championship, hein. On le rappelle, les Wolves sont descendus en Championship. Atlético Madrid, président de Cerezo, le Real Madrid a envoyé une offre officielle pour Julian Alvarez. Julian Alvarez n'est pas à vendre. D'accord. Donc c'était bien pour les 150 millions, c'était bien pour Julian Alvarez? Ok. On en parlait tout à l'heure, donc le crack à suivre du côté du Mexique, c'est Gilberto Mora qui va signer un nouveau deal avec son club de Tijuana et qui portera le numéro 10. Le plus jeune joueur à la Coupe du Monde prendra le numéro 10 dans son club et signe jusqu'en 2029. Voilà, donc joueur quand même à suivre. On verra s'il est intéressant et s'il aura des offres peut-être pour signer dans un club européen dans les années futures. Emiliano Martinez à la Juve, t'en penses quoi? Je trouve ça plutôt pas mal. Il va enfin quitter la première ligue et avoir un club. Ça reste un club plus UP, même si en ce moment c'est pas la forme du côté de la Juve. Ça reste un club plus UP que Aston Villa. Alors peut-être pas pour le même salaire aussi. Peut-être qu'Aston Villa veut s'en débarrasser aussi, hein. C'est à ne pas négliger. Mais Emi Martinez, c'est plutôt pas mal et ça reste un meilleur gardien que les deux autres, les deux autres gardiens de la Juve. Donc moi, je suis plutôt hypé, on va dire, par cette info. Le Benfica a bien reçu 15 millions d'euros pour José Mourinho. On en parlait d'Ibo Martinez à la Juve, ça continue de discuter, hein, à mon avis, le Hiruiko va bientôt être envoyé. J'aurais bien aimé les saisons précédentes, hein, on parlait de Emi Martinez du côté de Manchester United. Ça n'a pas été fait. Ils ont recruté plutôt Séné Lamens qui a plutôt fait une bonne saison et qui a un gardien en devenir. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah, j'avais pas vu. J'ai appris que Pierre Sage, apparemment, il y aurait une indemnité de 5 millions d'euros pour pouvoir partir à Crystal Palace. Je trouve que c'est un très bon club anglais. Il faut pas l'oublier. Alors, Crystal Palace, un très bon club anglais. Ça reste.
c'est un club quand même qui joue la deuxième partie de tableau chaque année. Cette année, ils ont plutôt fait une bonne saison parce qu'ils ont eu des bons, ils avaient des bons joueurs, mais les années précédentes, alors qu'ils avaient des joueurs comme Eze et Olysée, bon, ils n'ont pas fait énormément de choses, ils ont plutôt fait des mauvais choix. Ça reste quand même un club de deuxième partie de tableau, Crystal Palace, hein. Là, ça fait 2 ans, ils sont à peu près, ils sont pas mal parce qu'ils ont réussi à quand même à gagner une cup et un Community Shield, mais je suis pas le plus grand fan de ce club non plus. On continue sur les infos de mercato. Vedat Muriqi du côté de Fenerbahçe pour 15 millions d'euros. Donc Mayor qui va récupérer 15 millions pour Muriqi. L'un des meilleurs buteurs de la Liga, je le rappelle. C'est plutôt pas mal. Euh, c'est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne du côté des Turcs. Fenerbahçe, je crois que pour l'année prochaine, ils seront bien en Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas, ils sont dans les barrages de Ligue des Champions. Donc plutôt pas mal. Ok. Après, Pierre Sage, on en reparlera juste après, hein, évidemment. On essaiera de discuter de ce qui s'est passé avec le RC Lens, pourquoi il veut absolument aller à Crystal Palace alors qu'il va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est à suivre. Alors, Julian Alvarez du côté du Real, on en a déjà parlé. Raúl Jiménez, on en a parlé. David Mukasa a signé un contrat à long terme avec Manchester City jusqu'en 2030. Il a plein de potentiel en lui, a dit le directeur Hugo Viana. Ça va être. Alors, ou c'est un joueur qui va être utilisé, ou c'est un joueur qui va encore finir dans Jimmy Pré puis quitter le club. Nice attaque l'OM au prud'homme pour Grégory Lorenzi. Bah, plutôt logique, hein, ils avaient un accord signé quand même, donc qui souhaite, qui ne souhaite pas aller à l'OGC Nice, d'accord, mais il faut payer, mon ami, hein, fallait pas signer, quoi. Donc, here we go. Crystal Palace agreed deal in principle to upon Pierre Sage. Alors, voilà, c'est là où on voit que ils sont pas très informés. Pierre Sage avec un costume, on voit bien que c'est de l'IA, la photo en plus. Euh, Ça reste. Bon, en tout cas, ça a été envoyé. Donc, on verra pour Pierre Sage ce que ça va donner quand même la saison prochaine. Je le condamne pas. Oui, je suis supporter lyonnais, je trouve ça pas correct et je comprends tout à fait la position. Brahim Diaz veut rester du côté du Real Madrid et se battre pour sa place sous José Mourinho. Luciano Spalletti aimerait l'avoir du côté de la Juve. Mais Brahim est focus sur le Real jusqu'à ce que la position du club change. On se souvient, Brahim Diaz, hein, du côté du Real, pas du Real, du Milan, ça avait été plutôt pas mal. Donc pourquoi pas un retour en Italie pour lui, mais après ça reste un très bon joueur. Il avait fait une très grosse canne avant cette Panenka. Il faisait plutôt une bonne canne. Il a marqué, je crois, lors des matchs amicaux. Donc ça reste plutôt un bon joueur et l'utiliser en rotation, c'est plutôt pas mal. Ça m'étonnerait qu'il ait un poste de titulaire au Real, mais c'est plutôt pas mal. Nouveau contrat pour Alex Scott du côté de Bournemouth. D'accord. Ok, ok, ok. Tony D'Amico va être le nouveau directeur de la Roma. L'accord a été fait il y a quelques semaines et il va accélérer sur 2 priorités. Un nouveau contrat pour Paolo Dybala et Gianluca Mancini. Salut à Jeannot qui est présent sur le live. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, mon ami. Brahim Diaz à la Juve, j'aurais adoré. J'avoue que c'est plutôt pas mal, hein, Brahim Diaz. Ça redynamiserait un peu cette attaque de la Juve. Le Real Madrid veut certains joueurs qui peuvent jouer défenseur central et latéral gauche. Des contacts ont été faits avec Ricardo Calafiori et Josko Guardiol. Il est apprécié, mais ça va être difficile de le faire bouger de Manchester City. Oui, et toi, la forme. La forme, la pêche, je vais super bien. Ça va super bien. Très heureux de faire ces lives avec vous tous les matins. Donc oui, ça va plutôt pas mal. Il a quand même fait 37 matchs sans défaite avec la sélection italienne.
Ah oui, il y a des rumeurs d'un retour de Mancini en sélection italienne. Alors là, on en a parlé hier, j'ai vu l'info tomber. Franchement, pareil, Mancini, du côté du retour de la Juve, même s'il a fait série de matchs sans défaite, merde quoi. L'Italie, ils vont encore aller chercher, rappeler des anciens. Je crois qu'il a déjà fait deux passages dans la sélection italienne. Ils vont encore aller chercher Mancini. Je trouve que la sélection italienne, la fédération italienne n'a zéro idée pour se renouveler. Ils ont beau dire qu'il faut changer, ils ont zéro idée. Là, à faire une sélection avec 10 000 nouveaux, ok, pourquoi pas, mais bon, qui tu vas garder parmi eux, comment les intégrer dans ce nouveau truc, pour moi, ça tourne pas dans le bon sens. Saibari au Bayern, tu sais combien ça a coûté? Alors j'avais vu le prix, j'ai pas, je l'ai oublié. Pour l'instant, alors j'ai pas vu si c'était officiellement signé pour Saibari. Euh, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal pour lui, même pour le Bayern, ça reste un bon joueur. Enfin, c'est un très bon joueur même. Donc on verra bien. Si tu peux me rappeler le prix, mais je crois que c'était du. Je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Mais on verra évidemment ce que ça donne, Saibari, du côté du Bayern. Voilà pour les infos Fabrizio Romano, on en a encore niveau mercato, alors c'est un peu moins kiffant, mais on va parler de Pierre Sage évidemment, on va parler de du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, de Lorient et de Angers. Et après on parlera de l'actualité étrangère avec la Fiorentina et leur nouveau coach et la victoire de l'équipe de France féminine. Quand même, on parlera un peu football féminin. En espérant que l'on recrute la saison prochaine. Saison dure. Alors j'imagine que tu parles de l'OGC Nice, c'est ça? Ouais, c'était une saison assez compliquée pour l'OGC Nice. Donc c'est vrai que ça serait bien de recruter, mais pour l'instant, pas énormément d'infos quand même pour l'OGC Nice, hein. Hop là. Honnêtement, à un moment donné, on parlait de Guardiola comme sélectionneur de l'Italie. Bah, à la limite, je préfère Guardiola qu'un retour de Mancini, quoi. Même, je crois qu'on parlait de Deschamps en tant que sélectionneur de l'Italie, donc pourquoi pas? Eh ben, honnêtement, les petits jeunes qui sont sélectionnés, je les ai trouvés très très bons. Bah écoute, j'avoue que j'ai pas vu, avec tout ce qui se passe dans l'actu foot, j'avoue que la sélection italienne qui a joué contre, c'était quoi, le Luxembourg et la Grèce, c'est ça? Pourquoi pas, après, pourquoi pas? Je sais qu'il y avait des noms dont on a parlé qui sont plutôt intéressants. Mais j'avoue que tout ça pour rappeler Mancini et qui nous remettent tous les vieux briscards de la sélection italienne, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée non plus. On parlait de Guardiola, on va finir avec le retour de Mancini. Ouais, c'est un peu ça le, le truc dans la section italienne. Après, moi je suis plutôt pour les sélectionneurs qui ont la nationalité de la sélection, quoi. Mais après, ça reste que mon avis, hein. Euh, mais bon. Bref, on va continuer sur notre actu. Donc, en quittant Lens pour Crystal Palace et une première ligue dont il rêvait, Pierre Sage continue son ascension express. Après des jours de discussion, un accord a été trouvé ce mardi entre Lens, Crystal Palace et Pierre Sage. L'entraîneur français de 47 ans va découvrir la première ligue, nouvelle étape d'une progression supersonique depuis le monde amateur. C'est un article de Nathan Gourdol pour l'équipe. Depuis la rupture actée entre Pierre Sage et le RC Lens en début de semaine dernière, la future destination de l'entraîneur de 47 ans ne faisait plus guère de doute. Et après des jours de discussion, un accord total a été conclu mardi entre Lens et Crystal Palace pour le transfert du technicien qui s'était préalablement entendu avec les Eagles sur un contrat jusqu'en 2029. Merci à Iclo pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la communauté Attrick, hein. Je vois qu'on est pas mal aujourd'hui, hein. Encore une fois, ça fait extrêmement plaisir, hein. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le live. N'hésitez pas à follow, à venir me follow sur Twitch, sur la chaîne YouTube aussi, évidemment. Ça nous aiderait beaucoup, mais en tout cas, bienvenue à tous. Merci à Juju Mac aussi pour le follow. Bienvenue dans la communauté Attrick. Je ne lâcherai pas cette phrase. Pop, pop, pop. Alors, Sage va donc prendre la succession d'Oliver Glasner en partance pour l'AC Milan à la tête des récents vainqueurs de la Ligue Conférence et devrait toucher un salaire 4 fois supérieur à celui qu'il gagnait chez les 100 et or, 100 000 euros brut mensuels. C'est vrai que quand on te propose 4 fois ton salaire aussi, c'est compliqué de dire non, mais il n'y a pas, y a pas de mal à ça au final. C'est exactement ça, on a joué contre.
Luxembourg et la Grèce, ok. 5 millions d'euros pour Lens. Le Racing qui comptait se faire respecter dans ce dossier alors qu'il restait encore 2 ans de contrat de technicien dans l'Artois devrait empocher environ 5 millions d'euros dans le transfert de son entraîneur. Bien plus donc que les montants touchés lors des départs de Francaise à Nice en 2024, 2 millions, et de Will Steele à Southampton en 2025 pour 1,3 million d'euros. Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des trophées UNFP le 11 mai, grâce à sa place de vice-champion de France au bout de sa première saison complète sur un banc de l'élite, puis vainqueur de la Coupe de France le 22 mai. Ça, j'avais l'opportunité de découvrir la Ligue des Champions avec Lens. Attendez, je viens de noter là. Ils vont prendre 5 millions, ils ont pris 2 millions pour S, donc on a 7 millions. Ils ont pris quand même un total de 8 millions 3 en 3 ans pour 3 coachs. Chapeau quand même, chapeau Lens. 8 millions, tu te payes un petit Kevin Carlos là. N'hésitez pas, nos amis lensois, si vous le souhaitez. Je sais qu'il y avait des rumeurs cet été, vous étiez dessus. N'hésitez pas. 8 millions pour un club français, franchement, chapeau. Donc ça, j'avais l'opportunité de découvrir avec des champions avec Lens, mais au plus fort de sa cote, il a préféré prendre le train pour le championnat anglais qui le fait rêver depuis toujours, en sachant que celui-ci ne repasserait pas peut-être pas 2 fois. Conscient qu'il aurait eu bien du mal à refaire une saison aussi magnifique que sa première dans le Pas-de-Calais. Si sa communication des dernières semaines a un peu terni son image aux yeux des 100 et or, ce grand saut anglais colle pourtant à l'ascension supersonique d'un technicien façonné par le monde amateur. Qui souhaite rattraper le temps perdu jusqu'à son arrivée au plus haut niveau il y a moins de 3 ans. Avec son adjoint Jamal Alioui, propulsé sur le banc de l'OL par John Textor, qui fut d'ailleurs brièvement propriétaire de Palace à la fin du mois de novembre 2023 pour un intérim, l'OVNI de Bélé avait finalement été remercié par l'homme d'affaires américain 56 matchs plus tard, malgré le 3e meilleur pourcentage de victoire d'un entraîneur lyonnais au XXIe siècle. 59%, 33 succès derrière Gérard Houllier et Alain Perrin et des miracles immédiats. Une remontée dingue des bas-fonds de Ligue 1 vers une qualification européenne, puis la première finale de Coupe de France du club depuis 2012. Défaite face au Paris Saint-Germain 1-2 le 25 mai à Villeneuve-d'Ascq. Et sa cadence a encore accéléré à Lens, 28 victoires, 4 nuls, 8 défaites. On a tendance à dire qu'il faut du temps pour réussir les choses, mais on s'aperçoit qu'avec Jamal, le seul adjoint qui l'accompagnait à la fois à l'OL et à Lens, et va le suivre à Palace, on a été rapidement efficace à chaque fois, confiait-il à l'équipe mi-mai. Maintenant, il faudra toujours jouer sur le temps, non plus pour faire avancer les choses rapidement, mais sur l'endurance. C'est le challenge là qui nous attend, ce n'est pas du sprint, il faut être des coureurs de fond. 3 ans après Vira, deuxième coach tricolore de Palos après Patrick Vira 2021-2023 et 13e entraîneur français de l'histoire de la Première Ligue, où il accompagnera donc la saison prochaine Régis Lebris, très apprécié sur le banc de Sunderland. Sage va pouvoir confronter l'intensité de son football à ce qui se fait de mieux sur la planète. À défaut de Ligue des Champions, il se contentera d'une campagne de Ligue Europa, compétition qu'il a déjà disputée avec l'OL, mais disposera d'importants moyens pour consolider un effectif qui reste sur 3 trophées en un an, la Cup, le Community Shield et la Conference League. Plutôt pas mal, faut le reconnaître, Crystal Palace, depuis 2 ans, c'est plutôt pas mal, mais avant, c'était vraiment un club inintéressant au possible. Très attaché à ses Frenchies, Maxence Lacroix et Jean-Philippe Mateta, après avoir rêvé dans un passé récent au rythme des exploits de Michael Olysée, le fidèle public de Sellers Park, niché dans un quartier populaire du sud-est de Londres, va pouvoir développer encore sa francophilie, anglophone après avoir passé une partie de sa formation d'entraîneur à l'étranger. Stonewise, Pierre Sage en anglais. Super, après Boisvert et Mason Greenwood, on a Stonewise, n'ira en tout cas pas chercher son surnom bien loin. Donc voilà, après compréhensible, déjà au niveau du salaire, l'opportunité d'entraîner en première ligue, est-ce que, alors compliqué de se mettre à sa place, mais est-ce que vous aurez fait le choix, comme Pierre Sage, au bout d'un an, après une victoire en Coupe de France, après une grosse saison comme ça, où ça se passe bien, c'est un club qui fonctionne bien en ce moment, le RC Lens, partir, sachant qu'il y avait l'opportunité de jouer la Ligue des Champions, là il va jouer la Ligue Europa, est-ce que vous aurez fait le même choix que Pierre Sage? Je vous demande pas si vous le comprenez ou non, je vous demande si vous aurez fait pareil. Ça revient à peu près au même, mais moi je pense honnêtement, après passer de 100 000 à 400 000 euros et pouvoir entraîner en première ligue, c'est vrai que le train passe pas forcément 2 fois. Après, si tu continues à bien bosser,
le train peut repasser, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien entendre, pour le coup, Pierre Sage par rapport à, bah, quand il y aura sa présentation du côté de Palace, ça m'intéressera de voir pourquoi vraiment il a, si c'est vraiment le fait du train passe pas deux fois ou vraiment il y a d'autres choses qui l'ont, euh, qui l'ont convaincu. J'aurais été Pierre Sage, je serais resté une saison de plus à Lens. Après, il y a aussi le fait, j'avoue, alors je connais pas, hein, j'y suis jamais allé, mais passer de Lens à Londres, les amis, cadre de vie, ça peut y jouer aussi quand même, hein, sans, avec tout le respect évidemment, hein. Hop, désolé, je suis en train de notifier un petit truc. Euh, ah, ouais. Donc un accord total est imminent, 400 000 euros, ok, il n'y a pas plus d'infos que ça. La piste prioritaire pour le RC Lens, hein, ça serait Olivier Pantaloni, hein, on le rappelle. On en a parlé déjà hier. Donc voilà, la valse des entraîneurs continue en France. Après Pierre Sage qui quitte, donc Olivier Pantaloni qui a quitté Lorient devrait arriver du côté du RC Lens. Juste pour l'info française, meilleur que le Real Madrid des Galactiques, mais pas que le Barça de Guardiola, les résultats de la consultation de l'équipe sur la trace historique de ce PSG. Alors, au lendemain du doublé de Ligue des Champions, nous vous avons proposé de comparer ce PSG à plusieurs grandes équipes européennes du début du siècle. Vous avez estimé que l'équipe de Luis Enrique était meilleure que le Real Madrid des Galactiques, mais pas que celle menée par Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo. Ok, au lendemain de la finale de la Ligue des Champions remportée par le PSG contre Arsenal, le 30 mai à Budapest, nous vous avons soumis une consultation à propos de la place du club de la capitale parmi les meilleures équipes européennes au XXIe siècle. L'équipe de Luis Enrique a été comparée au Manchester City de Pep Guardiola, au Real Madrid de Zinedine Zidane, au Bayern Munich de Jupp Heynckes, au Barça de Pep Guardiola, au Manchester United de Alex Ferguson et au Real Madrid de Vicente Del Bosque. Parmi les près de 12 000 votes recensés, seules deux équipes ont été considérées comme meilleures que le PSG 2024-2026. Le Real de Zidane, plutôt logique, 3 Ligues des Champions quand même, pour 56% d'entre vous, et le Barça de Guardiola pour 69% des suffrages. Intéressant quand même le débat. Après, je pense qu'il faut laisser le temps. Je pense que ça va s'équilibrer avec le temps parce que Guardiola, il a évidemment révolutionné le football avec le Barça. Mais je pense que Luis Enrique, d'ici quelques années, on va se rendre compte aussi qu'il a révolutionné le football avec son style de jeu. Les quatre autres équipes arrivent, elles, très loin derrière, y compris celle du Real des Galactiques, pourtant victorieuse, elle aussi, de 2 Ligues des Champions sur la période 2000 et 2002. Pourquoi je trouve ça... alors attendez, j'ai pas très bien compris. Ah oui, le Real Madrid 2016-2018 est au-dessus, d'accord. Ok. 20% pour le Manchester City 2018-2024. Bayern Munich 2011-2013. Après, le Bayern Munich 2011-2013, c'est fort quand même, hein. Mais compréhensible quand même qu'ils aient que 23%. Mais attention, hein, c'est exceptionnel le Bayern 2011-2013. Le Barça 2008-2012 est-il meilleur que le PSG? 69%, ça me paraît quand même assez élevé, hein. Manchester United 2007-2009 est-il meilleur que le PSG? 21%, plutôt logique. Le Real Madrid 99-2003 est-il meilleur que le PSG? 31%. Ah ouais. Putain, alors le Bayern Munich c'est 23% et le Real 99-2003. Après ils ont 2 Ligues des Champions aussi. Faut pas leur enlever. Luis Enrique, honnêtement, tout le monde le veut comme entraîneur dans son équipe. Bah actuellement, j'avoue que ça doit être l'entraîneur quand même le plus coté au monde, hein, on va pas se mentir. Donc c'est plutôt cool. Regardez tous les scores que Paris met depuis 2 ans à tous les meilleurs clubs européens. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais pour le coup, c'est vrai.
Et l'année dernière aussi, le fait qu'ils aient botté toute la première ligue, je pense que ça a mis un coup à pas mal de monde quand même. Qu'ils aient botté les fesses de toute la première ligue, hein. Et cette année, le fait de. Alors moi, pour le coup, j'y croyais pas, hein. Pour ceux qui se souviennent, on avait fait une vidéo avec Gaëtan sur notre tableau de la Ligue des Champions. On n'avait pas forcément mis le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai dit qu'il se faisait éliminer par le Bayern Munich. Je l'ai trouvé hyper fort. Pour le coup, euh, pour le coup, ils ont vraiment été assez exceptionnels, hein. Le maillot de Nice, c'est quelle édition STP? Alors, le maillot de Nice, c'est le maillot de pas cette saison, mais juste la saison dernière, en fait, hein, 2024-2025. Euh, voilà, tout simplement. Il était plutôt beau celui-là, hein, pour le coup, hein. C'était vraiment pas mal. Les maillots coq sportifs OGC Nice, ils ont été plutôt beaux, hein. Voilà, un petit dérivé sur les points maillots, contrairement à Kappa. Alors, Kappa, le beige est plutôt pas mal, et après les deux autres. Et après, le maillot de la brigade est plutôt beau. Mais voilà. Bref. On continue sur l'actu Ligue 1, quand même. Mercato, Diego Coppola, Marshall Monetzi, Mathis Sablin, le Paris FC a déjà lancé son marché des transferts. On le rappelle, le Paris FC est un des clubs les plus riches actuellement de Ligue 1, hein, possédé par la famille Arnaud. La famille Arnaud, vous connaissez, l'une des familles les plus riches du monde. Louis Vuitton, juste à vous dire ça, je pense que ça vous parle. A acheté le Paris FC, pardon, il y a 2 ans maintenant, quand ils étaient en Ligue 2, ils ont fait remonter le club en Ligue 1. Cette saison, l'objectif était de se maintenir en Ligue 1, même s'ils ont eu beaucoup de difficultés, ils ont dû passer par 2 coachs, hein. L'éviction de Stéphane Gilly, dont on va reparler juste après, et l'arrivée de Antoine Camboiré. Des moyens mis lors des 2 mercatos, quand même, des gros moyens. Ils ont mis pas mal d'argent, surtout lors du deuxième, ils ont, voilà, au début, il faisait les timides en essayant d'aller chercher, quelques joueurs un peu référencés Ligue 1, intéressants, tout ça. Là, ils se sont dit: «Bon, on va quand même prendre des noms qu'on connaît», et ils ont mis un peu plus de moyens cet hiver. Alors on imagine cet été, là, l'objectif, le mercato de cet été pour la saison prochaine, je pense que ça sera quand même une qualification en Coupe d'Europe ou au moins le haut du tableau de Ligue 1. En tout cas, s'en rapprocher, hein, être un espèce au niveau de Strasbourg à peu près, si on veut un peu comparer. Thierry Immobilier au PFC, c'était beau. Ouais, ouais, c'était plutôt beau. En tout cas, le nom était bien vu. Après, il était quand même bien cramé, le bon vieux Thiro. Mais c'est vrai que juste le nom de Thiro Immobilier du côté du Paris FC, ça évoquait quelque chose. Le Paris FC sera un acteur du marché estival qui s'ouvre le 15 juin. Il pourrait recruter 4 à 5 joueurs, dont un buteur. Donc c'est un article de Arnaud Herman pour l'équipe. Le dossier de l'entraîneur toujours pas réglé. Cela n'empêche pas le Paris FC d'avancer dans son recrutement estival. 11e cette saison, il ambitionne une place entre la 6e et la 10e en 2026-2027. Donc c'est plutôt ce que l'on disait. Et donc une possible qualification pour la Ligue Conférence. Le club de la famille Arnaud pourrait recruter avec une enveloppe d'environ 50 millions d'euros, 4 à 5 joueurs, dont un buteur. Donc déjà, ça fait à peu près, je pense que voilà, ça va être des beaux prix pour 2-3 joueurs, donc voilà, entre 15-20 millions pour 2-3 joueurs, et peut-être des joueurs un peu moins cotés, avec des prix moins chers, hein. Et ils ont aussi recruté des joueurs de talent qui étaient qu'ils ont réussi à avoir en prêt, mais je pense qu'ils peuvent attirer aussi des jeunes joueurs, hein. Comment il s'appelle? L'italien Colocho, c'était plutôt bien vu, hein, pour cette équipe du PFC. Après, on sait qu'ils ont pas mal aussi de choses à faire, alors pas extra sportif, mais dans les bureaux d'un nouveau centre d'entraînement aussi qui doit arriver du côté du Paris FC parce que ça reste encore un club assez, mal équipé, on va dire. Là, ils avaient le stade Jean-Bouin comme stade pour une première année. Avant, c'était Charletti. Donc, petit à petit, ça évolue. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a la présence de Red Bull en tant qu'actionnaire minoritaire de ce club de Paris pour apporter leur expertise sur comment faire grandir un club sportivement. Donc, on disait quoi? Oui,
4 à 5 joueurs, dont un buteur. Le profil recherché est celui d'un joueur jeune. Le dossier Mathis Sabline, 23 ans, comme le Parisien l'a évoqué, a été réactivé. L'attaquant du FC Nantes plaît à Antoine Camboire, qui le connaît bien, et sait en tirer le meilleur. 11 buts et 2 passes décisives en 36 rencontres en 2024-2025. Mais même sans Camboire, le Paris FC est intéressé. Le joueur n'est pas insensible au projet parisien, mais la direction ne mettra pas une somme folle alors que Nantes en réclame près de 40 millions. Nantes en Ligue 2 et qui veut encore 40 millions d'euros pour Abin, il faut arrêter, hein, il faut aller se faire foutre un moment. Il y avait aussi la rumeur Lucas Stassin, la saison dernière, qui avait préféré rester du côté de Saint-Etienne. Saint-Etienne avait mis les moyens pour le garder aussi. Et voilà, la piste peut être relancée. 3 prêtés à conserver. Le Paris FC, au-delà de ce dossier prioritaire, travaille à conserver 3 joueurs arrivés cet hiver, sous forme de prêt. Le défenseur Diego Coppola, le milieu Marshall Mounetzi et l'attaquant Luca Coleocho. C'est ce qu'on disait aussi. Pour ce dernier, le club souhaite lever l'option d'achat incluse dans son prêt auprès de Burnley, mais elle serait aux alentours de 20 millions d'euros et ainsi jugée bien trop élevée par la direction parisienne, ce qui ralentit les discussions. Idem pour Mounetzi, si le club souhaite le garder, il considère que verser 15 millions d'euros environ à Wolverhampton pour un joueur de 29 ans qui dispose d'un gros salaire, plus de 200 000 euros net mensuels, ne serait pas raisonnable. Enfin, alors que son avenir ne semblait plus devoir s'inscrire dans la capitale, Coppola pourrait finalement prolonger son aventure, lui qui forme avec Mustapha Mbo une paire redoutable. Ah, c'est sûr que Coppola est une paire plus intéressante que qu'avec Otavio. Otavio, hein, venu pour 35 ou 30 millions d'euros, qui n'a pas du tout donné satisfaction. Donc voilà, un petit raté de la part des dirigeants du PFC. Le club y travaille et la non-qualification de Brighton en Coupe d'Europe pourrait aider même si les négociations ne s'annoncent pas aisées puisque le joueur dispose d'un salaire anglais. En parallèle, le directeur sportif Marco Neppe, ou Nep, travaille pour trouver des portes de sortie à plusieurs joueurs de l'effectif. Mathieu Cafaro, Vincent Marchetti. On voit, hein, le Paris FC veut quand même mettre un coup d'accélérateur et les joueurs qui ont connu, hein, cette montée Ligue 2, Ligue 1, mais qui n'ont pas forcément, sans leur manquer de respect évidemment, n'ont pas forcément le niveau Ligue 1 ou pour jouer dans des clubs top 6, top 10 Ligue 1, ils souhaitent s'en débarrasser petit à petit. Voilà. Dites-moi dans le chat aussi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous pensez de ce projet Paris FC. Est-ce qu'il vous hype? Moi, enfin, pour ceux qui avaient vu la vidéo preview de Farmer Streak, l'émission qu'on faisait sur la Ligue 1, cette saison, c'était sur la preview sur les clubs qui nous hypaient. Moi, j'avais pris le Paris FC parce que j'étais très intéressé par le Paris FC, par leur projet. Alors, c'est vrai que j'étais un peu plus dégoûté. Enfin, pas dégoûté, mais un peu déçu lors de la première partie de saison. Donc c'est vrai que sur la deuxième, j'ai un peu lâché. Mais ça s'est bien relevé. Ça s'est bien relevé en deuxième grâce à Antoine Cambaré. Faut pas le nier non plus. Mais voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, moi, ça me va tant que ça reste, ça finit pas en guerre. Pardon? Ok, on continue sur les clubs de Ligue 1. Alors, c'est vraiment des clubs dont on n'a pas l'habitude de parler dans les grosses actus transferts. Mais voilà, Alexandre Dujeu qui signe du côté de Lorient. Lui aussi, pressenti du côté de l'OGC Nice, va pas signer dans le club niçois. Dans le sens où il va y avoir de la bagarre en permanence à Paris et qu'il y a une grosse rivalité. Ouais, c'est vrai qu'il va avoir aussi un derby parisien. Alors autant l'année dernière, on l'a pas forcément vu parce que le dernier derby de Paris, je crois que c'était lors de la dernière journée. Et après, le match aller, je sais même plus ce que ça avait donné, mais c'était pas fameux non plus, hein. Le Paris FC n'était pas du tout au niveau. Et il y a quand même eu le match en Coupe de France qui a un peu élevé cette rivalité, mais il va falloir encore un peu plus de temps quand même. Donc, on disait Alexandre Dujeu qui a quitté Angers, qui rejoint le FC Lorient. Alors, pourquoi ce choix? Connexion avec Laurent Koscielny, principal attrayant et supporter à rassurer. Alexandre Dujeu, un choix évident pour Lorient. Le FC Lorient a misé sur Alexandre Dujeu qui vient de quitter le banc d'Angers pour remplacer Olivier Pantaloni, une décision évidente depuis quelques jours. Un article de Franck Ledorz et Flavien Trésarieux. Certes, après avoir envisagé les noms de Will Steele, Stéphane Gilly, Wilfried Nancy ou Patrick Videra, on pourrait penser qu'Alexandre Dujeu n'était pas le premier choix du FC Lorient pour remplacer Olivier Pantaloni en fin de contrat dans le Morbihan, et qui n'a pas répondu favorablement
à une proposition de prolongation. La volonté d'attirer celui qui était entraîneur d'Angers jusqu'à sa résiliation d'un contrat portant jusqu'à 2028 le 3 juin est pourtant devenue une évidence pour les dirigeants des Merlus. Encore davantage après les échanges qu'ont pu avoir les représentants de Black Knight Football Club, désormais propriétaire du club, où Laurent Koscielny, le directeur sportif, avec le technicien de 50 ans, l'ex-international connaît bien du jeu déjà pour avoir évolué à ses côtés au Tour FC lors de la saison 2008-2009. Alors la belle info, 6ème de Ligue 2, les deux hommes étaient titulaires en défense. L'un Koscielny était encore au début de sa carrière et l'autre étant au crépuscule de la sienne dans une équipe qui comprenait en attaque un certain Olivier Giroud. Attends, dans l'équipe, il y avait Alexandre Dujeu, Laurent Koscielny et Olivier Giroud. Génial. Salué pour ses qualités humaines. Les deux s'apprécient et ont gardé le contact. L'ancien coach du SCO, il aura exercé comme numéro 1 durant un peu plus de 3 ans, de mars 2023 à juin 2026, est en outre salué pour ses qualités humaines et très apprécié de ses joueurs, tout en ayant des principes de jeu plutôt attrayants, à la tête d'une formation qui disposait pourtant de peu de moyens et dont l'objectif se résumait à décrocher le maintien. En ce sens, du jeu partage un certain nombre de points communs avec Pantaloni, qui avait également surperformé à l'AC Ajaccio, avant d'être choisi par le FC Lorient à l'été 2024, juste après sa relégation en Ligue 2. Le premier cité a d'ailleurs longtemps été l'adjoint du second en Corse, de 2015 à 2021, après l'avoir été à Tours de 2013 à 2014. Courtisé depuis des mois par Nice et Maurice Cohen, son vice-président délégué, et plus récemment par un club étranger, Dujeu a donné sa préférence à un projet stable, sachant que le flou entoure toujours le gym qui pourrait être racheté par un fonds anglo-saxon. Et il sait que Lorient lui permet de monter en gamme par rapport à Angers dans une évolution de carrière cohérente. Pour cela, il sera accompagné par deux de ses adjoints du SCO, Lamine Mbaye, qui arrive en fin de contrat, et Romain Eke, qui devrait être libéré. Enfin, en termes d'image, il n'est pas anodin de noter que le nouveau staff morbihanais qui sera officialisé d'ici la fin de la semaine sera français. De quoi rassurer un certain nombre de supporters inquiets par la prise de contrôle du club par le Black Knight Football Club en janvier. Dans un modèle de multipropriété, puisque le groupe américain possède également l'AFC Bournemouth. Tout en étant actionnaire majoritaire de Moray Rennes, il reste maintenant à voir comment va s'articuler le marché des transferts. Voilà, on verra ce qui va se passer, hein, évidemment, la saison prochaine pour Lorient avec ce nouvel actionnaire, nouvelle multipropriété en Ligue 1. Est-ce que ça va partir en sucette une nouvelle fois? On verra ça. Pour le remplacer, Stéphane Gilly, nommé entraîneur d'Angers jusqu'en 2028. Alors c'est la vidéo de présentation pour ceux qui sont sur Twitch, hein, vous pouvez la voir. Stéphane Gilly, fier d'être en Joseph. C'est quoi tout ça? Merci à Trustus. Ouais, Trustay. Merci beaucoup pour les cadeaux, ça fait extrêmement plaisir. En plus, ça bombarde. Bah, merci beaucoup, mon ami. Waouh. Waouh. Bah, merci beaucoup pour les cadeaux, ça fait extrêmement plaisir. Waouh. Je sais. Bonne journée à la SB69 Gaming aussi. Je vous laisse. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à toi. Waouh, mais pourquoi tant de générosité là? Je suis sur le cul. Franchement, c'est énorme. Merci beaucoup à Trustus, c'est ça?
si je dis pas de bêtises. Merci beaucoup pour tous les cadeaux, hein, les ballons de football, les 100 éclairs quand même. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Euh, merci beaucoup. C'est vrai que t'es un ancien, hein. Ça fait un moment qu'on te voit que je vois ton nom passer sur la chaîne. Donc merci beaucoup. Ça fait extrêmement chaud au cœur pour tous ces cadeaux. Comment on dit, des W pour notre ami quand même dans le chat. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Tiens bon, vraiment. Tiens bon. Donc merci, ça fait extrêmement chaud au cœur. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'étais un peu surpris par tous ces cadeaux, mais en tout cas, encore une fois, merci, hein, merci d'être toujours au cœur de l'info comme ça et de donner des bonnes infos surtout. On essaye de toujours donner les bonnes infos. Je le rappelle du coup maintenant avec tout ça, n'hésitez pas, hein, petit point promo, à venir nous suivre aussi sur Twitch, la chaîne YouTube, les plateformes de podcast, surtout sur Twitch. Hein. Twitch, ça nous aide beaucoup. Si vous êtes pas encore un follower, je vous demande pas de vous abonner les amis évidemment, mais si vous pouvez juste lâcher le petit follow, ça ferait extrêmement plaisir. Encore plein d'éclairs, je vois que ça monte là. Merci, vraiment merci beaucoup pour tous ces cadeaux. Que dire? Mais en tout cas, t'es vraiment un bon de fou. Voilà, du coup, Stéphane Gilly, wow, 150, 160. N'hésitez pas à faire comme lui, hein, pour soutenir le média Hat-Trick, hein, ça nous aide à faire monter à faire monter la communauté Hat-Trick, à faire monter le média aussi. 227 éclairs, merci beaucoup. Je suis légèrement sur le cul, j'avoue que là, j'ai pas les mots. Continue, ça va marcher. En tout cas, on essaye de faire des lives tous les matins, de donner les bonnes infos, d'essayer de parler football. Donc voilà. Franchement, merci beaucoup, je le redis, hein, mais merci beaucoup pour tous ces cadeaux et pour le soutien, hein, de tout le monde, même ceux qui sont pas abonnés, qui sont juste présents sur le live, qui écoutent. Merci à tous, hein, qui sont abonnés sur la chaîne YouTube ou sur les autres médias. Vraiment, merci à vous, les amis. On continue quand même. Pour transmettre l'info football. N'hésitez pas aussi à venir discuter si vous avez des sujets aussi dont vous souhaitez parler. Ça me fait plaisir d'en discuter avec vous, que ça soit sur Twitch ou TikTok. On disait quoi? Oui, sans club depuis son départ du Paris FC en février, Stéphane Gilly, lui aussi qui aurait pu être une option du côté de l'OGC Nice, retrouve un projet en Ligue 1. Le technicien de 52 ans a été officialisé ce mardi à la tête de d'Angers où il s'est engagé jusqu'en juin 2028. Le mercato des entraîneurs continue de s'animer en Ligue 1. Quelques heures après l'officialisation d'Alexandre Jugeux sur le banc de Lorient, Angers a à son tour dévoilé l'identité de son nouvel entraîneur. Le SCO a choisi de confier les rênes de l'équipe à Stéphane Gilly, libre depuis son licenciement du Paris FC en février dernier. Il était la cible principale des Noirs et Blancs pour remplacer Jugeux selon nos informations. L'ancien adjoint de Vaïd Halilovic au sein de la sélection marocaine s'est engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le club angevin. Une nouvelle opportunité dans l'élite avec le technicien qui avait contribué à la montée du Paris FC en Ligue 1 en 2025. Ok. Donc voilà, Stéphane Gilly, un coach très intéressant qui faisait très très bien jouer, je trouve, cette équipe de Angers, pardon, pas de cette équipe d'Angers, cette équipe du Paris FC, qui proposait pas mal de jeux, donc c'était plutôt cool à voir. À voir si avec Angers, avec des moyens moindres, on va dire, ça va être bien ou pas. On imagine que ça reste encore l'objectif maintien pour cette équipe d'Angers. Voilà, et aussi la question pour l'OGC Nice, hein, quel va être le coach, hein, les options se réduisent, hein, j'ai même pas vu d'infos sur qui pourrait être le nouveau coach, j'ai vu que Alexandre Dujeu était courtisé. Pour l'instant, pas plus d'infos pour Nice, hein, mais dès qu'on en a, on en parlera en live, les amis. On va parler d'un autre club, l'Olympique de Marseille. L'UEFA fait patienter. J'ai vu tout à l'heure dans le chat, hein, on nous a dit que ça devrait être aujourd'hui. La dernière fois aussi, on m'a dit que ça devrait être aujourd'hui l'UEFA. Donc on va encore attendre les résultats pour Marseille.
L'UEFA fait patienter l'OM quant à l'examen de ses comptes et une possibilité d'exclusion de la Ligue Europa. Alors que ces comptes sont examinés par la commission de contrôle financier de l'UEFA depuis le 2 juin, l'OM n'est toujours pas fixé sur la décision dont il fera l'objet, qui peut aller jusqu'à une exclusion de la Ligue Europa. Je crois que pour l'instant aussi, l'Olympique de Marseille n'a toujours pas passé la DNCG, hein. Je crois que petit à petit, les dossiers sont regardés au sein de la DNCG. Je crois que Marseille, pour l'instant, n'est pas passé. Donc là aussi, il faudra suivre quand même les comptes de l'OM, hein, après une saison décevante, hein, avec les moyens mis en place par cet Olympique de Marseille. Suspendu au verdict dont la commission de contrôle financier examine son dossier depuis le 2 juin, l'OM va rester encore un peu plus dans l'incertitude. Il y a une décision. Alors qu'une décision n'était pas attendue avant mercredi, les dirigeants olympiens ont appris mardi qu'elle ne serait pas rendue avant jeudi. Donc voilà, pas de décision, hein, de l'UEFA pour aujourd'hui. Peut-être demain. Il y a quelques jours, l'UEFA a parlé au club de la mi-juin comme échéance, sans donner plus de détails. Et ce timing n'est pas anodin pour les Marseillais, qui risquent une exclusion de la Ligue Europa. En grande difficulté financière, ils ne sont pas parvenus à respecter l'accord de règlement signé en 2022 et ce flou les empêche de finaliser jusqu'à présent l'arrivée sur le banc de Bruno Genesio. Après l'UEFA, l'OM devra aussi passer devant la DNCG à la fin du mois et s'attend à faire l'objet d'un encadrement de la masse salariale. Là aussi, un nouveau coach pour un club de Ligue 1, Bruno Genesio, donc c'est le grand favori pour être sur le banc de l'Olympique de Marseille. Mais pour l'instant, pas plus de nouvelles que ça, donc pourquoi pas, hein, si Marseille n'arrive pas à faire signer Bruno Genesio, venir du côté de l'OGC Nice, on prend Bruno Genesio à Nice, donc n'hésite pas Bruno. Toi qui es passé en plus euh, dans le club, qui a joué sous les couleurs rouge et noir, euh, n'hésite pas à venir. Sur l'actualité internationale, il nous reste une dizaine de minutes, il nous reste deux articles. On va parler de Fabio Grosso qui rejoint la Fiorentina après avoir quitté le banc de Sassuolo. C'est une info flashcore. L'ancien international italien Fabio Grosso, qui a quitté récemment son poste d'entraîneur de Sassuolo, a été nommé entraîneur de la Fiorentina. A annoncé ce lundi le club toscan de Serie A. Fabio n'est pas seulement un champion du monde, c'est aussi un coach qui a construit un chemin à travers son dur travail, ses idées et ses résultats, a déclaré le président Giuseppe Comiso dans le communiqué du club. Celui-ci indique que le contrat de Grosso court jusqu'à 2028. La Fiorentina a vécu une saison 2025-2026 catastrophique sous la direction de Stefano Pioli, puis de Paolo Vanoli, remercié la semaine dernière après avoir pourtant assuré son maintien en Serie A. Grosso, 48 ans, dirigeait Sassuolo depuis juillet 2024, alors que le club évolue en Série B. À l'issue de sa première saison, le champion du monde 2006 a fait remonter les Neroverdi dans l'élite et a assuré une 11e place en Serie A cette saison. Et Sassuolo, c'était plutôt une bonne surprise, hein, cette saison en Serie A. Eux qui venaient de Série B, honnêtement, ça a été plutôt pas mal des joueurs qui se sont exprimés. Donc à suivre, hein, du côté de la Fiorentina, histoire de relancer un peu le club de la Viola. Euh, c'est la première fois que l'ancien latéral est aux commandes d'un des grands noms du championnat italien. Sa seule expérience dans un club de premier plan à l'Olympique lyonnais n'a duré que 3 mois entre septembre et novembre 2025. Le temps de perdre un œil, hein, pour Fabio Grosso. Remercié après seulement 7 matchs, une victoire, Grosso avait vécu une entrée en matière particulièrement douloureuse en arrivant au stade Vélodrome avant un match OM-OL. Il avait été touché au visage puis hospitalisé à la suite d'une attaque du bus de son équipe et la rencontre avait été annulée. L'intersaison est comme souvent en Italie marquée par de nombreux mouvements. Sur les bancs, outre Sassuolo, la Fiorentina, Bologne, Naples, l'AC Milan, la Lazio de Rome ont changé ou vont changer d'entraîneur. Ils pourraient être imités par l'Atalanta Bergame. On connaît, hein. La valse des entraîneurs en Italie, hein, c'est minimum 15 coachs, hein. La saison dernière, je crois qu'on était à quasiment 17 ou 16, je sais plus. Et à mon avis, ça va être encore une fois pareil cette saison. Voilà. Pour finir ce live, il nous reste, voilà, on disait une dizaine de minutes, un seul article, mais on va parler football féminin, les gars, c'est important, on va parler politique, et on va parler football féminin, avec la victoire de l'équipe de France, vainqueur de l'Irlande, la France est directement qualifiée pour la Coupe du Monde 2027. Un article de Anna Caro pour Flashcore. L'équipe de France s'est fait peur mais s'impose 1-0 face à l'Irlande ce mardi à Grenoble pour terminer premier de son groupe et se qualifier directement pour la phase de groupe de la Coupe du Monde 2027 qui se jouera au Brésil. Un succès grâce à un but exceptionnel de Melvin Mallard qui a marqué sur un retourné acrobatique pour libérer les Bleus, ensuite réduite à 10 après l'exclusion de Tiniba Samoura à la 72e minute.
L'équipe de France est qualifiée mardi pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil en dominant l'Irlande 1-0 sur un fil au stade des Alpes à Grenoble. Les Bleus terminent première de la groupe de qualification devant les Pays-Bas. Un retour acrobatique aux 6 mètres de Melvin Mallard, la meilleure buteuse de l'équipe de France sur ce match de qualification au Mondial. Melvin Mallard qui a fait une très très belle saison du côté de Manchester United et avec l'équipe de France. Donc joueuse à suivre évidemment. Qualification a donné la victoire aux Françaises qui ont terminé le match à 10 après l'exclusion de Tiniba Samoura pour un deuxième carton jaune. Un but exceptionnel de Melvin Mallard, meilleure buteuse des Bleus sur les éliminatoires. Dans un début de rencontre dominé par les Bleus, la première tentative survient après une percussion de Delphine Cascarino dans la surface côté droit. Elle se joue de la défense avant de servir Grace Gayoro qui s'est projetée à l'entrée de la boîte. La capitaine des Bleus prend sa chance à ras de terre, c'est capté en 2 temps par Courtney Brosnan. Brosnan doit encore s'interposer après une passe glissée par Sakina Karchaoui vers Melvin Mallard qui arme une frappe puissante dans un angle assez fermé. Puis nouvelle partition de Cascarino qui combine avec Gayoro à l'entrée de la surface. Le ballon revient finalement sur Selma Bacha qui se penche pour armer une volée. Déviée en corner par une Irlandaise. L'Irlande se réveille peu à peu et Kira Carusa se frotte à Maëlle Lacrar. Puis Cathy McKay prend sa chance de loin sur un coup franc directement renvoyé par Constance Picot. Une mauvaise passe en retrait de la défense irlandaise vers sa gardienne a failli piéger Brosnan qui était loin de sa ligne. Le centre de Melvin Mallard lui est immédiatement capté par Brosnan. Puis une double occasion pour les Bleus, une frappe de Cascarino est détournée par la défense avant que Sandy Baltimore ne dévisse sa volée un peu précipitée. Avant la pause, l'équipe de France repart à l'attaque après un centre contré de Cascarino et un centre repoussé de Bacha. Mallard ouvre le score sur un geste exceptionnel servi par Bacha dont le centre est dévié par une tête irlandaise. L'attaquante de Manchester United hérite du ballon un peu surprise. Il rebondit sur sa tête avant qu'elle n'enchaîne un retourné acrobatique splendide. Un ultime frisson pour les Bleus avant de rentrer au vestiaire. Picot percute Carusa en voulant reprendre une passe en retrait risquée de Tiniba. Samoura, la tentative lentette suivante, fuit le cadre. Ok. On voit le ciseau de Melvin Mallard. Wow. Ah, elle a des grandes jambes, la pote. Hein. Oh, salope. Oh. Chuch. Pas mal, non, pas mal, c'est beau. La France finit à 10 au retour des vestiaires. L'Irlande accentue la pression sur les Bleus. Lancé dans la profondeur, Denis Sullivan tente de très vite servir une coéquipière plus axée. Alisson Bat intervient et éloigne le danger. Mallard offre une éclaircie aux Bleus lorsqu'elle est proche de récupérer un ballon en profondeur devant Brosnan, mais l'attaquante est devancée de peu. Sur le côté gauche, Emily Murphy tente de percuter, mais est très vite bloquée par Samoura. Bon, là, c'est vraiment un défilé des actions. Ils savent pas écrire, putain. Karchaoui prend sa chance plein axe au loin et arme un tir qui ne passe pas si loin de la barre de Brosnan. Puis c'est Lacrar qui vient s'interposer face à Carusa. Ok. Samoura joue les sauveuses en interceptant une passe dangereuse d'O'Sullivan vers une Carusa bien placée. Les Bleus sont de plus en plus sous pression. Shiva reçoit une bonne remise dans la surface tricolore, mais écrase trop sa frappe qui est captée par Picot. Puis sur un centre de Cathy McCabe, mal repoussé par la défense tricolore, Anna Patten s'est retrouvée seule au second poteau et il y a juste Picot qui réagit vite, ok. Ça se complique sérieusement pour les Bleus lorsque Samoura hérite d'un deuxième carton jaune alors qu'elle retient Murphy qui finit seule vers le but. Elle rentre directement au vestiaire et laisse ses coéquipières à 10 à la 72e minute. L'Irlande a le ballon du 1-1 au bout du pied après un centre dévié par la défense tricolore qui revient dans les pieds d'Abby Larkin. L'attaquante entrée en cours de rencontre n'a plus qu'à ajuster Picot qui se couche très vite pour repousser. Kathleen Hayes monte encore assez haut pour venir couper un centre envoyé dans la surface, mais sa reprise passe bien au-dessus du cadre tricolore. Anaël Lemogedek file en profondeur à gauche, mais subit le bon tac de Hayes dans la surface. La Française avait trop tardé à tirer. Les Bleus regardent le chrono et s'inquiètent lorsque McCabe se présente pour tirer un bon coup franc axial aux 20 mètres. Le mur tricolore éloigne le danger. O'Sullivan s'offre un dernier frisson et réussit un sombrero dans la surface avant de chercher une coéquipière, puis elle bute sur un retour de son bat à l'ultime minute. Voilà, juste tout ça, bon, action par action, c'est pas très intéressant ce genre d'article. Mais en tout cas, vous avez l'info. Donc, l'équipe de France est qualifiée pour la Coupe du Monde 2027. On suivra ça évidemment l'année prochaine, hein, l'été prochain. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, mes félicitations aux Bleus. Même si pas trop fan hein, du sélectionneur français Laurent Bonadei. Très content pour cette équipe française, pardon. Alors, il nous reste 4 minutes. Si vous avez des sujets dont vous voulez parler pour finir ce live, n'hésitez pas. Sinon, on va
On va essayer de trouver un ou deux derniers articles si c'est intéressant. Ou sinon, on fera un petit jeu, un petit quiz, hein. Euh, Voilà, voilà. Le guide des stades de New York à Mexico en passant par le Canada découvrait les villes hôtes de la Coupe du Monde 2026. Cliquez sur une ville pour explorer son stade. Ok. Alors, je sais que le stade d'Atlanta, il est incroyable. Pour ceux qui jouent à FIFA, le Mercedes-Benz Stadium, il est très très beau pour le coup comme stade. Donc c'est plutôt cool. Après, les Américains, ils savent faire dans le gigantisme, comme on dit. Et voilà, dans le Mercedes-Benz Stadium, on aura une demi-finale, un huitième de finale, un 16e. Maroc-Haïti, Espagne-Arabie Saoudite, République tchèque, Afrique du Sud. Quelle équipe a un grand stade? Miami, nouveau stade de l'Inter Miami, disponible pour la Coupe du Monde. 64 000 places, encore une fois. Ouvert en 87. Alors, c'est pas le nouveau stade de Miami, du coup. Et non, vu qu'il n'est pas construit, je suis un malade. Ce stade omnisport inauguré en 87 pour accueillir les matchs à domicile de la franchise de la NFL des Miami Dolphins. Ok. Colombie-Portugal. San Francisco. Alors, le stade de San Francisco, il est assez exceptionnel. 70 000 places. Le Levi Stadium. Ok. Il est beau, hein. Bon, pas des matchs de fou non plus. Tout. Du côté de Toronto, Canada. Oh, le stade est pas fou. 45 000 places. Ça reste quand même énorme. Le stade est pas beau. Boston, où l'équipe de France va jouer. Wow. France-Norvège. Le Gillette Stadium. Ok, ok. Le stade de New York, où il y aura la finale quand même, le MetLife Stadium. 78 000 places, 80 000 personnes dans ce stade pour la finale de Coupe du Monde. Waouh! Exceptionnel. On a Brésil-Maroc, France-Sénégal, Norvège-Sénégal, Équateur-Allemagne, Panama-Angleterre. Plutôt cool. Par contre, pas de quart de finale ou de demi. 16e, 8e et la finale. Le 19 juillet à 21h, les amis. Le stade de Philadelphie, pas ouf. Qu'est-ce qu'on a? Kansas City. Oh, il est chelou, mais pas mal. Hein? C'est bizarre la forme. Par contre, il n'y a aucun toit dans leur stade, hein. Dallas. Ouf. AT&T Stadium. 94 000 places. La vache. Pays-Bas, Japon, Angleterre, Croatie, Argentine, Autriche, Japon, Suède, Jordanie, Argentine. 94 000 places quand même. Los Angeles. SoFi Stadium. Oh, lui aussi, il a une forme bizarre. Plutôt moche. C'est un vaisseau spatial le truc, hein. 70 000 places. Au niveau du Mexique, qu'est-ce qu'on a au Mexique? Mexico Estadio Azteca. Donc ça sera pour demain, hein, le match d'ouverture. À 21h, Mexique-Afrique du Sud. Pour cette Coupe du Monde 2026, 83 000 personnes réunies dans ce stade. Plutôt pas mal. Le stade de Guadalajara. Pas ouf. Estadio Akron. Ok. Monterrey. Ah, c'est Monterrey, il est beau. 53 000 places. Ouh, le Vancouver Stadium. Vancouver Stadium, il est exceptionnel, hein, avec l'écran géant au-dessus, là. Vraiment un stade de football américain, hein. Enfin, même pas de football américain, genre une salle de basket, un peu. Et après, est-ce que j'en oublie un? Toronto, on l'a dit. Kansas City, on en a parlé. Bah, on a fait le tour des stades, hein, donc ils sont plutôt pas mal. Voilà, voilà. Voilà pour cette fin de... vous n'avez rien pu voir, hein, sur TikTok, j'en suis désolé, hein. Je vais pas prendre le risque de me faire strike pour des stades de foot. Mais n'hésitez pas à aller voir si vous voulez, je vous mets le lien de l'article, comme ça vous allez voir vous-même, hein, pardon.
Hop, je vous l'envoie dans le chat. Donc voilà. En tout cas, les amis, on va se laisser ici pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents. Merci au frérot Trustes pour les milliards de cadeaux à peu près que j'ai reçus en quelques minutes. Merci à ceux qui ont été présents pendant les 2 heures. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat aussi. Je vous aime, je vous aime tout simplement. Merci à ceux qui étaient sur Twitch aussi, qui sont passés sur Twitch, les personnes qui se sont abonnées, qui sont allées follow la chaîne YouTube ou les réseaux sociaux. Merci beaucoup. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de journée. On se retrouve demain. Demain, normalement, pas de soucis, 10h midi. Pour l'actu du jour, évidemment, on parlera des matchs qui ont eu lieu hier soir, les derniers matchs amicaux avant cette Coupe du Monde. Je sais même pas s'il y a des matchs ce soir. Ce soir. On l'a dit, Portugal-Nigeria, Angleterre-Costa Rica. Et peut-être des matchs dans la nuit, j'ai pas l'impression. Bolivie-Algérie. Ok. Voilà, Bolivie-Algérie aussi. Donc, on en parlera demain. On parlera de l'actualité football et tout ça. Donc, merci à tous. Je le rappelle, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, sur TikTok, sur les plateformes de podcast, les réseaux sociaux, la chaîne YouTube. Et on se retrouve demain, les amis. Donc, merci à tous. Bonne fin de journée, bon appétit et à demain. Ciao, ciao, les amis. Merci beaucoup.